Un jeune milliardaire entre en larmes dans une église pour sauver sa fille malade. Une fillette mendiant dit « Je sais comment la sauver ». Ce qui va suivre est surprenant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La montre-bracelet d'Ethan Blackwell indiquait exactement 15h47 lorsque le docteur Peterson entra dans la salle de consultation, arborant cette expression que les médecins s'étaient entraînés à utiliser pour annoncer de mauvaises nouvelles. Ethan connaissait bien ce regard. À 43 ans, il l'avait déjà vu sur le visage de cadre sur le point de déclarer faillite, sur celui de dirigeant acceptant la défaite, d'employé confessant des erreurs coûteuses, mais cela ne lui avait jamais fait autant mal qu'aujourd'hui. « Monsieur Blackwell, nous avons effectué tous les tests possibles », déclara le médecin. Il ajusta ses lunettes et prit une profonde inspiration. La tumeur de Lily est résistante au traitement, elle se propage plus rapidement que nous ne pouvons la contrôler. Ethan serra la mâchoire, exactement comme il le faisait lors de négociations difficiles. Combien de temps ? Hésita le médecin. Des semaines, peut-être un mois ? Ethan ne fit pas le lien, son esprit fonctionnait déjà comme une machine de résolution de problèmes efficace qu'il avait transformé en milliardaire avant 40 ans. Je veux une liste des meilleures cliniques expérimentales du monde. Je me fiche des autorisations officielles ou des risques. Je veux toutes les options. Monsieur Blackwell, je comprends votre frustration, mais nous avons déjà consulté les meilleurs spécialistes. Le type de cancer de Lily est extrêmement rare et agressif à ce stade. Veuillez libérer votre emploi du temps pour aujourd'hui. Ethan interrompit en se levant. Je veux que vous et votre équipe réexaminiez le cas demain. Je veux un nouveau plan de traitement. Monsieur Blackwell, l'argent n'est pas un problème. Ethan sortit un chéquier de la poche intérieure de son costume sur mesure. Nommez votre prix. Le docteur Peterson regarda le sol, mal à l'aise. Ce n'est pas une question d'argent. Ces mots frappèrent Ethan comme un coup de poing dans l'estomac. Dans sa réalité, tout avait un prix. Les problèmes n'étaient que des situations nécessitant le bon investissement pour être résolus. C'est toujours une question d'argent. Dans la salle 507 de l'hôpital, Lily Blackwell dessinait des soleils souriant avec un crayon jaune. À 5 ans, elle était l'image parfaite de sa mère, cheveux dorés, grands yeux bleus et le même sourire qui avait captivé Ethan lorsqu'il avait rencontré Catherine pour la première fois, il y a 15 ans. « Papa, regarde, Lily !» s'exclama-t-elle en entrant, ses yeux brillants de joie malgré son visage pâle. Ethan sourit, ignorant la présence oppressante des machines surveillant les signes vitaux de sa fille, et se concentra sur l'instant présent, gravant chaque détail dans sa mémoire. Le pyjama à licorne violette, les dessins colorés éparpillés sur le lit, le parfum léger de shampoing à la fraise dans ses cheveux clairsemés. « Comment va ma princesse aujourd'hui ? Regarde ce que j'ai fait, papa !» Elle lui montra le dessin rempli de soleils jaunes vifs, des soleils heureux pour que la journée soit belle. Ethan s'assit au bord du lit et serra délicatement sa fille dans ses bras, de peur de blesser à nouveau son corps fragile. Contre sa poitrine, elle paraissait si petite, si vulnérable. C'était magnifique. « Lily, puis-je l'emmener au bureau ? » « Oui, j'en ai aussi fait un pour grand-père. » Ethan avala difficilement. Son père était décédé il y a 2 ans, mais Lily incluait toujours son grand-père dans ses plans. « Je suis sûr qu'il l'aimera. » La porte de la pièce s'ouvrit et Catherine entra en portant un petit ours en peluche. En voyant Ethan, elle s'arrêta un instant, une surprise évidente sur le visage. « Je pensais que tu serais à Tokyo pour la réunion avec les investisseurs. » « J'ai annulé. » Catherine haussa les sourcils. En 15 ans de relation et 3 ans de divorce, elle n'avait jamais vu Ethan annuler une réunion d'affaires. « Lily, ma chérie, j'ai apporté Monsieur Câlin, » dit-elle en tendant l'ours à sa fille. « Pourquoi ne lui racontes-tu pas comment s'est passée ta journée pendant que je parle à ton père dans le couloir, hors de portée de Lily ?» Catherine agrippa fermement le bras d'Ethan. « Qu'a dit le docteur Patterson ?» Ethan regarda les passants, des infirmières se dépêchant, des médecins consultant des dossiers, des visiteurs portant des fleurs et des ballons. Personne ne semblait remarquer que son monde s'effondrait. Ce n'est pas bon, des semaines, peut-être un mois. Catherine se couvrit la bouche de sa main, étouffant un sanglot. Ça ne peut pas être ? Tu dois faire quelque chose, Ethan. C'était la première fois depuis des années qu'elle lui parlait comme s'il formait encore une équipe, comme s'il était encore l'homme en qui elle avait confiance pour résoudre n'importe quel problème. « Je travaille dessus, » répondit-il, sa voix se faisant plus dure qu'il ne l'avait prévu. « Je trouverai quelqu'un, un traitement, peu importe le coût ou le lieu. » Catherine secoua la tête, les larmes coulant désormais librement. «
Ce n'est pas comme ça que ça marche, Ethan. Tout ne peut pas être acheté. 12 heures plus tard, Ethan gara son Aston Martin devant le siège de Blackwell Enterprises. L'horloge du tableau de bord indiquait 4h12. Le bâtiment était sombre et silencieux, à l'exception du 30 étage, son bureau, où les lumières étaient encore allumées, comme il l'avait ordonné. Il franchit la sécurité d'un hochement de tête lointain et monta directement jusqu'à sa suite pentouse. Sur son bureau, des piles de documents l'attendaient, des rapports médicaux traduits de diverses langues, des recherches expérimentales inédites, des profils des meilleurs spécialistes en oncologie pédiatrique. Son assistante personnelle, Sarah, qui travaillait pour lui depuis une décennie, dormait sur le canapé en cuir dans un coin de la pièce. À l'entente de la porte, elle se réveilla en sursaut. « Monsieur Blackwell, je ne m'attendais pas à ce que vous reveniez si tôt. Des nouvelles des cliniques en Suisse ou au Japon ?» Sarah ajusta ses lunettes et consulta sa tablette. La clinique de Zurich maintient sa position précédente, ils ne croient pas que leur protocole expérimental convienne au cas de Lily. Elle hésita avant de continuer, le spécialiste de Tokyo a envoyé une réponse détaillée, que j'ai traduite et déposée sur votre bureau. Ethan saisit le document et le parcourut rapidement. La conclusion était la même, aucun traitement disponible ne pouvait sauver sa fille. Pour la première fois dans sa vie d'adulte, Ethan Blackwell, l'homme qui avait bâti un empire financier à partir de rien, qui négociait avec des présidents et des premiers ministres, se sentit complètement impuissant. « Rentrez chez vous, Sarah. Revenez après le déjeuner, mais j'ai encore besoin d'organiser les contacts avec la clinique allemande. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Une fois seul, Ethan s'effondra dans son fauteuil en cuir italien et regarda par la fenêtre panoramique. La ville commençait à s'éveiller, la lumière s'allumait dans les immeubles, les premières personnes se précipitaient dans les rues, un monde qui continuait de tourner, indifférent au fait que sa fille était en train de mourir. Il saisit la photo de Lily sur son bureau, un instantané du dernier Noël avant le diagnostic, quand elle avait encore des joues roses et des cheveux épais, et son sourire illuminait son visage en ouvrant un cadeau. C'est alors que quelque chose d'inhabituel se produisit, une larme échappa à l'œil d'Ethan et tomba sur le verre du cadre. Il n'avait pas pleuré depuis si longtemps, peut-être depuis les funérailles de son père, 2 ans auparavant, bien qu'il eût tenté de conserver sa contenance. Même alors, il essuya rapidement son visage, honteux de sa faiblesse. Même lorsqu'il était seul, les sentiments étaient inefficaces. Les problèmes nécessitent des solutions, non des émotions. Mais cette fois, il n'y avait pas de solution. Le soleil était déjà haut lorsqu'Ethan quitta le bureau, sans destination précise. Il conduisit à travers les rues de la ville, passant devant des parcs où des enfants jouaient, des écoles d'où sortaient des étudiants avec des sacs à dos colorés, des restaurants où des familles déjeunaient ensemble sans même s'en rendre compte. Il se retrouva garé devant la cathédrale Sainte-Marie, une imposante structure gothique dans le quartier historique de la ville. Ethan n'était pas entré dans une église depuis son mariage avec Catherine, et même alors, cela n'avait été qu'une formalité. Son père, un homme profondément religieux malgré des difficultés financières, avait l'habitude de dire que la foi pouvait déplacer des montagnes. Ethan avait appris par expérience que les comptes bancaires déplaçaient les montagnes bien plus efficacement. Pourtant, sans y penser à 2 fois, il gara la voiture et entra dans le temple presque désert à cette heure-là. Une vieille dame priait dans l'un des bancs de l'avant, et un prêtre organisait des livres à l'autel. Ethan prit place sur le dernier banc, se sentant mal à l'aise dans cet environnement. Le silence l'inquiétait. Il était habitué aux salles de réunion bruyantes, aux notifications constantes sur son téléphone, au bourdonnement de l'hélicoptère qu'il utilisait souvent pour éviter le trafic. « Puis-je vous aider ?» La voix le surprit. Un homme d'âge moyen, vêtu d'une tenue ecclésiastique, était venu vers lui. « Non, répondit-il brusquement, j'avais juste besoin d'un endroit pour réfléchir. » Le prêtre acquiesça comme si cela avait parfaitement du sens. Parfois, c'est dans le silence que nous entendons les réponses. Il n'y a pas de réponse à mon problème. Le prêtre s'assit sur le banc en face de lui, se retournant pour le regarder. Peut-être posez-vous la mauvaise question ? Ethan sentit une irritation croissante. Il détestait les clichés spirituels, surtout maintenant que sa fille mourait et qu'aucun médecin ne pouvait la sauver. Le prêtre resta silencieux un long moment, puis dit d'une voix douce. « Je suis désolé pour votre fille. La question n'est pas de savoir comment la sauver, mais comment être avec elle à cet instant, comment faire en sorte que chaque jour compte. » Ces mots frappèrent Ethan comme une gifle. Une partie de lui voulait écarter l'homme, dire qu'il n'avait pas besoin de conseils de quelqu'un qui manifestement ne comprenait pas sa situation, mais une autre partie reconnut une douloureuse vérité dans les paroles du prêtre. Le prêtre se leva,
posant brièvement sa main sur l'épaule d'Ethan. Je serai dans la sacristie si vous avez besoin de parler. Une fois de nouveau seul, Ethan laissa les larmes couler, ne les retenant plus. Il pleura silencieusement pour la porte qu'il aimait plus que tout, pour le temps perdu durant ces années passées à construire son empire plutôt qu'à être présent pour les moments qu'il ne partagerait peut-être jamais avec Lily. Tu es triste aussi, la voix de l'enfant le surprit. Une fillette d'environ 8 ans se tenait dans l'allée entre les bancs, le regardant avec des yeux curieux. Elle portait une robe simple et délavée, et ses cheveux foncés étaient attachés en tresses inégales. Ethan s'essuya rapidement le visage, embarrassé d'être pris dans un moment de faiblesse. « Ne devrais-tu pas être à l'école » demanda-t-il en essayant de reprendre ses esprits. La fillette haussa les épaules. « J'apprends plus ici » dit-elle en pointant vers l'autel, et le père Michael me laisse aider avec les fleurs. Ethan remarqua que la fillette ne semblait pas intimidée par lui. Ce qui était inhabituel, car la plupart des gens ressentaient le poids de sa présence, son autorité naturelle. Cet enfant, cependant, le regardait directement, sans réserve. « Est-ce que tu viens souvent ici » demanda-t-elle, s'approchant un peu plus. « Non » répondit-il. « Alors tu es venu parce que tu as un très gros problème. » Ce n'était pas une question. Ethan ressentit un frisson étrange le long de la colonne vertébrale. « Comment sais-tu cela ? Les gens ne demandent de l'aide que lorsqu'ils en ont vraiment besoin. » Elle sourit, comme si elle partageait un secret. « Il s'agit de quelqu'un que tu aimes, n'est-ce pas ?» Ethan avala difficilement. Il était déconcertant d'entendre une telle perspicacité de la part d'une enfant. « Ma fille est malade. » La fillette hocha la tête solennellement, comme si elle comprenait parfaitement la situation. « Comment s'appelle-t-elle » ? « Lily. » Joli prénom. La fillette s'approcha encore, à quelques pas désormais. « Je sais comment aider ta fille. » Ethan ressentit un mélange d'irritation et de pitié. La dernière chose dont il avait besoin était qu'une enfant invente des histoires pour le réconforter. « Merci, mais j'ai déjà consulté les meilleurs médecins du monde. Les médecins ne guérissent pas Lily. » La fillette secoua la tête, comme s'il avait manqué l'essentiel. Ethan sortit son portefeuille et en sortit quelques billets. Les enfants pauvres inventent souvent des histoires pour obtenir de l'argent. Il ne pouvait pas lui en vouloir d'essayer. « Tiens, achète-toi quelque chose, » dit-il en tendant l'argent. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. » La fillette ne prit pas l'argent. Au lieu de cela, elle regarda les billets comme s'ils étaient quelque chose de curieux, presque amusant. « Je ne veux pas ton argent, monsieur Blackwell. » Ethan resta figé. Il n'avait pas dit son nom de famille. « Comment sais-tu qui je suis ?»« Je m'appelle Doblea, » répondit-elle. « Je sais comment dire Lily, mais tu dois me croire. » Ethan rangea l'argent, de plus en plus intrigué. « Croire en quoi exactement ? » Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Elle sourit à nouveau, un sourire bien trop sage pour son âge, un sourire qui évoquait des choses invisibles mais bien réelles. Une partie d'Ethan voulait se lever et partir. Il perdait son temps avec une enfant fantasque alors qu'il devrait chercher des traitements alternatifs, contacter d'autres spécialistes, faire quelque chose de concret. Mais une autre partie, une partie qu'il n'autorisait rarement à s'exprimer, était assez désespérée pour saisir ne serait-ce qu'un fil d'espoir. « Comment peux-tu aider Lily » demanda-t-il. Doblea regarda la porte de l'église, puis se tourna vers lui. « Je peux te montrer, mais je ne peux pas l'expliquer en mots. Tu dois venir avec moi. »« Venir avec toi ? Oh ? Pour rencontrer quelqu'un qui peut t'aider. » L'absurdité de la situation finit par l'emporter sur la curiosité d'Ethan. Il envisageait sérieusement de suivre une enfant inconnue vers un lieu non divulgué, sur la base de promesses vagues. « Écoute, Doblea, j'apprécie ton attention, mais je dois y aller, » dit-il en se levant, ajustant son costume à $3000, prêt à mettre fin à cette étrange conversation. Mais en regardant le visage de la fillette, il vit dans ses yeux une certitude qui le fit hésiter. « Lily a un animal en peluche, un lapin bleu qui s'appelle Pingo, » dit Doblea doucement. « Elle ne dort pas sans lui. » Ethan sentit son sang se glacer. Ce détail n'apparaissait dans aucun reportage, aucune publication sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose d'intime, connu seulement de la famille proche. « Comment as-tu » ?« Je peux aider, monsieur Blackwell, » reprit Doblea en tendant sa petite main vers lui. « Mais tu dois avoir confiance. Tu dois y croire, au moins un peu. » Ethan Blackwell, l'homme qui ne prenait jamais de décision basée sur l'émotion, qui analysait chaque mouvement commercial avec une rationalité glaciale, se retrouva face à un choix impossible. Suivre cet enfant étrange sur un pressentiment irrationnel ou retourner à l'hôpital et regarder impuissant sa fille dépérir.
Doble a pris sa main. L'Aston Martin d'Ethan avait l'air complètement déplacé dans ces rues étroites alors qu'il se dirigeait vers la périphérie de la ville. Les grands immeubles et les avenues bien entretenues laissaient place à des maisons modestes, certaines avec de la peinture écaillée et des fenêtres brisées. Dans le siège passager, Doble A regardait par la fenêtre, comme si elle se déplaçait chaque jour dans une voiture de luxe. « Tourne à droite au prochain coin », dit-elle en pointant vers une rue encore plus étroite. Ethan obéit, se sentant de plus en plus mal à l'aise. Rien de tout cela n'avait de sens. Pourquoi suivait-il les indications d'une enfant? À chaque bloc, le sentiment qu'il faisait une erreur grandissait. Il pensa à Catherine. Que dirait-elle si elle découvrait que j'ai abandonné la recherche de traitements médicaux pour suivre les caprices d'une gamine? « Es-tu sûr de savoir où nous allons ?» demanda-t-il, remarquant un groupe d'adolescents sur le trottoir qui s'était arrêté pour admirer la voiture. « Bien sûr, » répondit Doble A avec une confiance surprenante. « C'est juste devant nous. » Ils roulèrent dans une zone encore plus pauvre. Les maisons étaient désormais de petites structures entassées, certaines construites avec des matériaux de fortune. Ethan n'était jamais allé dans ce quartier, bien que son entreprise possédât des terrains ici, des zones que ses conseillers avaient identifiées comme potentiellement rentables pour de futurs développements. « Arrête ici, » dit Doble A en pointant vers une maison au bout de la rue. Parmi toutes les résidences négligées du quartier, celle-ci semblait être la plus ancienne. C'était une simple structure en bois, décolorée et usée, avec une petite cour où poussaient, étonnamment, des fleurs colorées contrastant avec la décrépitude environnante. Une barrière basse et tordue délimitait la propriété, et le portail d'entrée pendait précipitamment à une seule charnière. « Qui habite ici ?» demanda Ethan, incapable de cacher l'appréhension dans sa voix. « Grand-mère Elena » répondit Doble A en ouvrant déjà la portière de la voiture. « Elle nous attend. »« Comment peut-elle nous attendre ?» TR n'a dit à personne que nous venions. Doble A sourit d'un air complice, comme si elle détenait un secret que personne ne connaissait. Ethan éteignit le moteur et regarda autour de lui, inquiet pour la sécurité de la voiture. Son instinct d'affaires calculait déjà la valeur de la propriété, le coût d'une éventuelle revitalisation du quartier, le profit potentiel d'un développement immobilier capable de transformer ce coin oublié. « Ta voiture ira bien, » dit Doble A, comme s'il lisait dans ses pensées. « Personne ne s'en occupera. » À contre-cœur, Ethan descendit du véhicule. Le contraste entre son costume italien sur mesure et les environs ne pouvait être plus marqué. Il se sentait exposé, déplacé, une sensation à laquelle il n'était pas habitué. Il suivit Doble A à travers le petit jardin, remarquant que, de près, les fleurs étaient des espèces apparemment inadaptées à ce climat ou à cette saison, des roses rouges, des tournesols, de la lavande et d'autres plantes qu'il ne pouvait pas identifier poussaient ensemble dans une harmonie improbable. La porte de la maison s'ouvrit avant qu'il n'atteigne le porche. Une femme âgée se tenait là, appuyée sur une canne en bois sculpté. Sa peau brune, profondément ridée, ses cheveux blancs attachés en un simple chignon et sa robe en coton bleu délavé lui donnaient un air très vieux, mais ses yeux étaient d'un noir intense et d'une vivacité surprenante, presque plus jeune que son visage marqué par l'âge. « Tu as pris ton temps, Doble », dit la vieille dame d'une voix étonnamment forte. « Désolé, grand-mère, Monsieur Blackwell avait besoin d'un moment pour décider de venir. » La femme âgée regarda directement Ethan, l'étudiant avec une intensité déconcertante. « Ethan Blackwell », déclara-t-elle d'un ton affirmatif, non interrogatif, « entrez, nous n'avons pas beaucoup de temps. » L'intérieur de la maison était aussi modeste que l'extérieur le suggérait, mais impeccablement propre et organisé. La pièce principale ne contenait que quelques meubles, un canapé usé recouvert d'un plaid coloré, 2 vieux fauteuils, une petite table en bois avec 3 chaises simples et une étagère remplie de vieux livres et d'objets semblant être des souvenirs d'une longue vie. Ce qui impressionna le plus Ethan, cependant, fut la présence de plantes. Des pots de toute taille occupaient les rebords de fenêtres, les coins de la pièce et même le centre de la table. L'arôme des fleurs se mêlait à celui des herbes séchées, suspendues au plafond en petits bouquets attachés avec de la ficelle. « Asseyez-vous » dit la vieille femme en désignant l'un des fauteuils. « Nous devons parler avant que vous ne partiez tous les deux. »« Partir » demanda Ethan, s'installant maladroitement dans le fauteuil indiqué. « Pour le ruisseau » ajouta-t-il. « C'est pour cela que vous êtes venu, n'est-ce pas ? Pour sauver votre fille » répondit Elena comme si cela était évident. Ethan sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Comment cette femme sait-elle à propos de Lily ? « Je m'appelle Elena » se présenta la vieille dame en s'asseyant dans le fauteuil opposé à l'aide de sa canne. « Ava m'a parlé de votre fille. » Comment pouvait-elle savoir pour Lily ?
demanda Ethan, toujours incapable de comprendre comment la fillette possédait des informations aussi spécifiques sur sa famille. Elena sourit, arborant le même sourire mystérieux que celui d'Ava. Ava voit des choses que les autres ne peuvent pas voir. Elle en a toujours eu, depuis son plus jeune âge. Avec tout le respect que je vous dois, madame, je ne crois pas aux voyants ou aux clairvoyants, et je ne vous demanderai pas cela, répliqua Elena calmement. Croire sans voir est un don que peu possèdent de nos jours. Elena se leva, s'appuyant sur sa canne, et se dirigea vers une petite commode. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un flacon en verre bleu, pas plus gros que la paume de sa main. Le ruisseau se trouve dans les montagnes, au nord, dit-elle en revenant à son fauteuil. De Bleuat connaît le chemin. Ce n'est pas un long voyage, mais ce sera difficile pour vous. Difficile? Pourquoi? Je suis en bonne forme physique. Elena secoua la tête, comme si Ethan avait complètement manqué le point. Ce n'est pas le chemin physique qui vous mettra au défi. Elle lui tendit le flacon vide. Ceci est destiné à l'eau du ruisseau, mais pour que cela fonctionne, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. L'argent ne sauvera pas votre fille. Alors quoi? Demanda Ethan en tenant le petit flacon. Vous devez donner quelque chose que vous n'avez jamais donné auparavant. Ethan fronça les sourcils. De l'argent? Elena secoua la tête, son visage presque empreint de pitié. Quelque chose qui ne peut être ni acheté ni vendu, quelque chose qui vous est véritablement propre. Désolé, mais cela ressemble à de la superstition, conclut Elena, ses yeux fixés sur lui. Un conte de fées? Peut-être l'est-il, ou peut-être est-ce quelque chose de plus ancien, plus réel que la science moderne. Ethan regarda le flacon dans sa main, puis De Bleuat, qui se tenait silencieusement contre le mur, observant la conversation. Rien de tout cela n'avait de sens, et pourtant, il se trouvait là, dans la maison d'une inconnue, tenant un flacon vide et envisageant un voyage vers un ruisseau soi-disant magique. « Pourquoi devrais-je vous croire » demanda-t-il enfin. « Ah, vous ne devriez pas, » répondit simplement Elena. « Vous devriez croire en vous-même, en la mesure dans laquelle vous êtes prêt à aller pour votre fille. » De Bleuat s'avança et s'arrêta aux côtés de sa grand-mère. « Le ruisseau est réel, monsieur Blackwell. L'eau a un pouvoir, mais seulement pour ceux qui ont un cœur pur. Et vous pensez que mon cœur n'est pas pur? Demanda Ethan sur un ton défensif. Votre cœur est rempli d'autre chose, répondit De Bleuat avec une sagesse déconcertante. Vous devez vous vider de tout avant de pouvoir recevoir. Elena toucha doucement le bras de Bleuat. Vous devez tous les deux partir maintenant si vous voulez arriver avant la tombée de la nuit. Prenez le vieux chemin. La fillette acquiesça, puis regarda Ethan. Nous devons y aller à pied à partir d'ici. Laissez votre voiture garée devant, personne ne s'en occupera. Ethan rangea le flacon dans la poche intérieure de son costume, se sentant ridicule. Il n'avait toujours pas décidé s'il croyait à cette histoire absurde, mais quelque chose l'empêchait de se lever simplement et de partir. « Que dois-je attendre de ce ruisseau » demanda-t-il à Elena. « N'attendez rien, répondit la vieille femme. Soyez simplement présent, totalement présent, peut-être pour la première fois de votre vie. Ethan se redressa machinalement, ajustant son costume coûteux. « Devrais-je revenir ici après ?»« Si vous réussissez, vous saurez où aller, » répondit Elena de manière énigmatique. Puis, à la surprise d'Ethan, elle prit sa main dans la sienne. Ses mains étaient calleuses et chaudes, avec la texture de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Lorsque vous arriverez, souvenez-vous, Ethan Blackwell, que le prix ne se paie pas en argent, mais en larmes. Avant qu'il ne puisse demander ce que signifiait cette phrase cryptique, De Bleuat était déjà à la porte, faisant signe de le suivre. « Allez, monsieur Blackwell, il nous reste un long chemin à parcourir. » Ils quittèrent la maison d'Elena, où au lieu de retourner à la voiture, Ava conduisit Ethan dans une ruelle étroite derrière la propriété. Le chemin les mena dans une partie encore plus pauvre de la ville, avec des bâtiments inachevés et des terrains vagues abandonnés. Bientôt, les dernières maisons furent derrière eux et ils marchaient sur un sentier de terre sinueux, serpentant entre de grands buissons. « Ne devrions-nous pas prendre la voiture jusqu'aux montagnes ?» demanda Ethan, ressentant déjà l'inconfort de marcher en chaussures de ville coûteuses sur un sol irrégulier. « Nous ne pouvons y aller qu'à pied, » répondit De Bleuat sans se retourner, « car vous ne pouvez atteindre le ruisseau que par le vieux chemin. Et combien de temps cela prendra-t-il ?»« Ça dépend, » répondit De Bleuat finalement, « cela dépend de combien de choses vous devez laisser derrière vous en chemin. » Ethan sentit une irritation monter en lui. Il détestait les réponses vagues et cryptiques. « Écoute, Ava, j'apprécie ton aide, mais j'ai besoin d'informations concrètes.
Ma fille meurt à l'hôpital, je ne peux pas passer toute la journée à chasser un trésor. Double sembla insensible à son ton irrité. Préférerais-tu être ailleurs en ce moment, à signer des contrats, à licencier des gens, haussa-t-elle les épaules en continuant de marcher. Rien de tout cela ne sauvera Lily. Comment sais-tu autant de choses sur ma vie? Demanda Ethan, suivant la fillette. À propos de mon entreprise, à propos de Lily, je vois des choses, répondit simplement Ava. J'ai toujours vu les choses. Grand-mère Elena dit que c'est un don, mais parfois, cela ressemble plus à un fardeau. Le sentier commença à monter, se dirigeant vers la douce pente qui deviendrait bientôt les montagnes entourant la ville. Ethan regarda en arrière et vit la ville s'étendre en contrebas, les gratte-ciel du centre, les quartiers résidentiels soignés et les périphéries pauvres qu'ils avaient laissés derrière eux. De cette hauteur, toutes les divisions semblaient être des lignes arbitraires, artificielles, séparant des vies et des destins. Son propre immeuble de bureau, une tour de verre et d'acier qu'il avait personnellement fait concevoir par un architecte célèbre, paraissait petit et insignifiant d'ici. « Tu penses à ton entreprise ?» commenta Double sans se retourner. « Mon visage change quand je pense aux affaires, ça devient plus dur, » répondit Ethan en tirant un coin de sa bouche, comme il le faisait lorsqu'il évaluait quelque chose. Ethan s'arrêta, véritablement perturbé. « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi m'aides-tu » Double s'arrêta également et se tourna vers lui, ses yeux sombres bien trop sérieux pour une enfant. « Parce qu'aider les gens, c'est la bonne chose à faire, et parce que tu en as besoin plus que tu ne le penses. J'ai besoin d'un remède pour ma fille. » Double hocha la tête. « Mais tu as aussi besoin de te guérir toi-même. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, elle pointa vers l'horizon. « Tu vois ces montagnes plus hautes? Le ruisseau se trouve dans la vallée entre elles. Nous devons y arriver avant le coucher du soleil. » Ils continuèrent de marcher sur le sentier, qui devenait maintenant plus raide. Ethan avait enlevé sa veste et desserré sa cravate, sentant la sueur perler sur son dos sous sa chemise de soie. Il n'était pas habitué aux randonnées, surtout pas en chaussures de ville coûteuses sur un terrain inégal, et sous le soleil de l'après-midi. « Pourquoi n'as-tu pas rendu visite à ton père avant qu'il ne meure ?» demanda soudainement Ava, d'un ton aussi décontracté que s'il s'agissait de parler du temps. La question frappa Ethan comme un coup. Son père était mort il y a 2 ans, après un long séjour à l'hôpital, atteint d'un cancer du poumon. Ethan, occupé par la fusion de 2 grandes entreprises, avait repoussé la visite jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Comment sais-tu cela ?» Sa voix était rauque. « Tu y pensais quand tu regardais Lily, » répondit Double. « Tu te sentais coupable, tu avais promis que ce serait différent avec elle, mais tu as fini par répéter le même schéma. »« Tu ne sais rien de ma relation avec mon père, » répliqua Ethan sur la défensive. « Je sais qu'il t'a demandé de le voir à l'hôpital 3 fois et tu étais toujours trop occupé. » Ethan s'arrêta de marcher, ressentant une vague de colère. « Est-ce un genre de jeu psychologique? Quelqu'un t'a-t-il dit ces choses pour me manipuler ?» Double le regarda avec une expression mêlant compassion et ce qui semblait être de la déception. « Personne ne me les a dites. C'est ce que je vois quand je te regarde. Tu as utilisé l'argent toute ta vie pour résoudre des problèmes et éviter les sentiments douloureux. Cela fonctionne la plupart du temps, mais pas cette fois, pas avec Lily. » Ethan resta immobile, regardant la petite silhouette Double s'éloigner le long du sentier. Une partie de lui voulait faire demi-tour, retourner en ville, retrouver son monde de chiffres, de contrats et de certitudes, mais l'image de Lily, fragile dans son lit d'hôpital, l'empêchait d'abandonner. Avec un soupir frustré, il suivit la fillette. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, alors qu'il montait de plus en plus haut, le chemin traversait désormais une forêt dense offrant une ombre bienvenue après des heures passées au soleil. Ethan était épuisé, ses pieds étaient endoloris, sa chemise trempée de sueur. « Nous devons nous reposer, » dit-il en s'appuyant contre un arbre. Double s'arrêta pour l'observer. « D'accord, mais nous n'avons pas beaucoup de temps avant le coucher du soleil. » Ils s'assirent sous un grand arbre. Ethan s'affala au sol, peu préoccupé de salir son pantalon coûteux. Double sortit une petite bouteille d'eau d'une poche qu'Ethan n'avait pas remarquée et la lui tendit. « Bois un peu, mais pas trop, nous devons la rationner. » Ethan accepta la bouteille, buvant modestement avant de la lui rendre. « Fais-tu souvent ce genre de voyage quand c'est nécessaire ?» demanda-t-il. « Lorsque c'est nécessaire, » répondit Ava en prenant elle-même une petite gorgée. « Et ce ruisseau, est-ce que ça marche toujours ?» Ava hésita. « Ça dépend de la personne. » « Que voulait dire ta grand-mère en parlant de donner quelque chose que tu n'as jamais donné auparavant ?» demanda Ethan. La fillette rangea la bouteille et leva les yeux vers les petites parcelles de ciel visibles à travers les feuilles. «
Chaque personne a quelque chose de différent à offrir. Ce n'est pas une réponse, dit Ethan. C'est la seule que je puisse te donner, répondit AA en le regardant droit dans les yeux. Parce que la réponse est en vous, pas en moi. Assis là, dans la forêt silencieuse, loin des téléphones qui sonnent, des réunions, des rapports sans fin et des feuilles de calcul, Ethan ressentit quelque chose d'étrange, une sorte de calme intérieur qu'il n'avait pas éprouvé depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne, peut-être depuis son enfance, lorsqu'il allait pêcher avec son père sur un petit lac près de chez eux. Son père, un homme simple qui n'avait jamais compris l'ambition féroce de son fils et qui disait toujours qu'il y avait des choses plus importantes que l'argent. Ton père avait raison, tu sais, commenta AA à nouveau, comme s'il lisait dans ses pensées ce qui compte vraiment dans la vie. Cette fois, Ethan ne fut pas surpris. Il commençait à accepter qu'il y avait quelque chose d'inexplicable chez cette fille. Il se sentit comme un échec en tant que fils, murmura-t-il, surpris de révéler quelque chose d'aussi personnel à une inconnue, non pas en tant qu'homme d'affaires, dont il était fier, mais en tant que fils, en tant qu'être humain. Il ne se considérait pas comme un échec. Tu n'es pas un échec, corrigea doucement AA. Je pensais que tu étais malheureux, et cela me rendait triste. Ethan avala une boule se formant dans sa gorge. Comment peux-tu savoir ce que mon père pensait? De la même manière que je sais pour le lapin bleu de Lily, de la même manière que je sais pour l'offre de Thomson Corp que tu as refusée il y a 3 ans, de la même manière que je sais que tu as un coffre-fort secret dans ton bureau où tu gardes ton tout premier dollar gagné. Ethan sentit un frisson le parcourir. Personne ne connaissait ce coffre-fort, encastré dans le mur derrière un tableau, pas. Même son assistant de confiance. Qui es-tu, AA? Demanda-t-il, la voix presque réduite à un murmure. La fillette sourit, un sourire qui semblait renfermer la sagesse des siècles. Juste quelqu'un qui essaie d'aider. Elle tendit une petite main, étonnamment forte, pour l'aider à se relever. Allons-y, le ruisseau nous attend. Ethan prit sa main et se remit debout. Alors qu'il reprenait la randonnée, il sentit quelque chose se modifier en lui. Les certitudes qui avaient guidé toute sa vie, tout avait un prix. Les problèmes n'étaient que des obstacles à résoudre avec suffisamment de ressources, ou semblaient soudain moins solides. Le soleil commençait sa descente tandis qu'il longeait la crête d'une colline, offrant une vue panoramique sur la forêt en contrebas et sur les montagnes au loin. « Sommes-nous proches ?» demanda Ethan, sentant ses jambes s'alourdir après des heures de marche. « Nous atteindrons la vallée avant la tombée de la nuit, » répondit AA, « mais trouver le ruisseau, ça, c'est à toi de voir. »« Que veux-tu dire? Tu ne sais pas où il est? » « Je sais exactement où il est, mais tout le monde ne peut pas le voir. » Ethan soupira, fatigué des énigmes. « AA, je te suis reconnaissant de ton aide, mais j'ai besoin de clarté. »« Ma fille. »« Ta fille a besoin de plus que de l'eau dans un flacon, » interrompit AA d'une voix étrangement ferme. « Elle a besoin d'un père qui comprenne ce qui compte vraiment, qui sache qu'il y a des choses qu'on ne peut ni acheter ni contrôler. » Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Tu as passé toute ta vie à éviter ce que tu crains le plus, Monsieur Blackwell, la vulnérabilité, l'impuissance, la conscience qu'au fond, nous sommes tous à la merci de forces plus grandes que nous. » L'exactitude de ces mots heurta profondément Ethan. C'était vrai, chaque réussite, chaque acquisition, chaque dollar gagné avait été en partie une tentative de repousser cette vérité fondamentale, qu'il existait des choses hors de son contrôle. « Comment cela va-t-il aider Lily ?» demanda-t-il, la voix presque étouffée. Pour trouver le ruisseau, tu dois être prêt à lâcher prise, à faire confiance à quelque chose de plus grand que toi, reprit AA en se remettant en marche. Il est temps de commencer ton vrai voyage, Ethan Blackwell. Le soleil se couchait lorsqu'ils atteignirent enfin le sommet d'une crête. Devant eux, une vallée étroite s'étendait entre 2 montagnes imposantes, exactement comme l'avait décrit AA. Les derniers rayons du soleil illuminaient le sol en contrebas, créant de longues ombres et baignant tout d'une douce lueur dorée. « Nous y sommes presque », annonça AA en désignant la vallée. « Le ruisseau est là-bas. » Ethan regarda dans la direction qu'elle indiquait, mais il ne vit que des arbres, des rochers et l'obscurité grandissante. « Je ne vois pas de ruisseau. »« Pas encore », acquiesça AA, un léger sourire aux lèvres. « Mais tu le verras si tu es prêt. » Ils entamèrent leur descente dans la vallée, le ciel arborant désormais un mélange de bleu profond et d'orange. Ethan sentait ses muscles endoloris après la longue marche, mais quelque chose en lui, une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, le poussait à avancer. Pour lui, pour sa fille, il ferait n'importe quoi, même croire à l'impossible. La lune éclairait déjà la vallée lorsqu'ils arrivèrent tout en bas, un espace dégagé parmi de vieux arbres et des rochers couverts de mousse.
Ethan était épuisé. Ses chaussures de luxe, désormais ruinées, lui avaient fait des ampoules douloureuses. Sa chemise de soie était tachée de sueur et de terre. À cet instant, le puissant PDG n'était plus qu'un homme fatigué et désespéré. « Nous y sommes », annonça Dobleu, sa petite silhouette se découpant dans le clair de lune filtrant à travers les arbres. Ethan regarda autour de lui, perplexe. Il ne voyait pas de ruisseau, seulement une petite clairière dans la forêt où la végétation semblait étrangement luxuriante et verte, malgré la faible lumière. « Je ne vois pas d'eau, » dit-il, essayant de masquer sa frustration. Dobleu ne répondit pas. Elle s'avança vers le centre de la clairière et s'agenouilla dans l'herbe, lui faisant signe de faire de même. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, restant debout. « Le ruisseau est ici, » dit simplement Dobleu. « Tu dois juste être prêt à le voir. » Ethan soupira. Il en avait assez des mystères et des énigmes. Il avait besoin de résultats concrets, d'une solution tangible pour sauver sa fille. « Écoute, Dobleu, nous avons fait tout ce chemin et je te remercie de ton aide, mais s'il n'y a pas de ruisseau, nous devrions rentrer. Lily a besoin de moi. »« C'est exactement pour ça que nous sommes là, » lui rappela Dobleu, toujours à genoux. « Tu dois faire confiance au processus, Monsieur Blackwell. »« Quel processus ? Nous sommes au beau milieu d'une forêt, à la recherche d'un ruisseau que toi seul peux apparemment voir. » Dobleu le regarda avec une expression étrangement adulte, mélange de patience et de compassion. « Que vois-tu en regardant cet endroit ?» Ethan observa la clairière au clair de lune. Elle ressemblait simplement à un espace dégagé entre les arbres, couvert de végétation basse. « Je vois une clairière vide. »« Regarde encore, » insista doucement Dobleu. « Mais cette fois, ne cherche pas à contrôler ce que tu vois. Contente-toi d'observer. » Il y avait quelque chose dans la voix de la fillette qui l'incita à faire l'effort. Ethan prit une profonde inspiration et fixa le centre de la clairière. Au départ, rien ne changea. Puis, tandis que ses yeux s'habituaient à la pénombre, il distingua un léger scintillement, quelque chose de plus qu'un simple reflet de la lune. Il s'approcha lentement et le son lui parvint avant même la vue, un murmure doux, presque imperceptible, semblable à un chuchotement lointain. « De l'eau qui coule. Tu commences à voir, » dit Dobleu avec un sourire. Ethan cligna des yeux et le vit enfin, un petit cours d'eau serpentant au milieu de la clairière, son eau si limpide qu'elle reflétait la clarté de la lune tel un miroir liquide. Étrangement, il était certain qu'il n'était pas là une seconde plus tôt. Comment ? Il ne put terminer sa question. Le ruisseau a toujours été là, expliqua Dobleu. C'est toi qui es en train de changer. Ethan s'approcha, fasciné. L'eau ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait, presque lumineuse, dotée d'une qualité éthérée défiant toute explication. « Que dois-je faire maintenant » demanda-t-il, la voix réduite à un souffle. « Mets-toi à genoux au bord de l'eau, » ordonna Dobleu. « Et demande. »« Demander quoi ? À qui ? C'est à toi de le décider. » Ethan hésita. Toute sa vie d'adulte, il avait refusé de demander de l'aide. Résoudre ses problèmes seul faisait partie de son ADN, de son identité de leader. Demander signifiait être faible, et la faiblesse signifiait l'échec. Mais ici, loin de son empire de verre et d'acier, à l'abri des regards de ses subordonnés et de ses concurrents, qu'avait-il encore à protéger ? L'image de Lily lui revint en mémoire, pâle, frêle, son petit corps luttant contre une maladie implacable. Qu'était sa fierté, comparée à la vie de sa fille ? Doucement, Ethan s'agenouilla au bord du ruisseau. Son reflet, dans l'eau, le surprit. Un homme qui paraissait plus vieux et plus vulnérable que dans ses souvenirs. Était-ce le vrai Ethan Blackwell, dépouillé de tous ses symboles de pouvoir et de statut ? Maintenant, ferme les yeux, dit doucement Dobleu, s'agenouillant à ses côtés, et demande du fond du cœur. Ethan ferma les yeux. Il se sentit ridicule un instant, un homme d'affaires agenouillé près d'un ruisseau au milieu d'une forêt, guidé par une enfant. Mais le souvenir de Lily balaya son hésitation. Commença-t-il, la voix tremblante, je ne sais pas comment faire. Parle, l'encouragea Dobleu, comme tu parlerais à ton père, s'il était encore là. La mention de son père fit s'effondrer quelque chose en Ethan, un barrage d'émotions retenues depuis des années, voire des décennies. Son père, un homme simple et honnête, qui disait toujours que certaines choses comptaient plus que l'argent, et qu'Ethan n'avait jamais vraiment écouté. « S'il te plaît » murmura enfin Ethan, les mots lui échappant comme s'ils avaient leur propre volonté, « aide ma fille. Je ne sais pas à qui je demande. Je n'ai jamais cru en ce que je ne pouvais pas voir ni toucher. Mais s'il y a quelque chose, quelqu'un, s'il te plaît, sauve Lily. » Sa voix se brisa, à sa grande surprise, une larme coula,
tombant dans le ruisseau. D'autres suivirent. Ethan Blackwell, qui n'avait pas pleuré depuis l'adolescence, sanglotait à présent, laissant ses larmes couler dans l'eau cristalline. « Je ferai n'importe quoi, » poursuivit-il, sans chercher à retenir ses pleurs. « Je donnerai tout, pas mon argent, mais moi-même, mon temps, mon attention, tout ce que je n'ai jamais donné. » Alors qu'il parlait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Là où ses larmes touchaient l'eau, de minuscules points lumineux apparurent, semblables à des étoiles miniatures se reflétant à la surface. L'eau autour de ces points se mit à briller d'une douce lueur bleuâtre, qui se répandait comme de l'encre sur du papier. Ethan ouvrit les yeux, stupéfait. Tout le ruisseau brillait désormais d'une lumière surnaturelle, transformant la clairière en une île de radiance bleu pâle au milieu de la forêt sombre. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, la voix à peine audible. « Ce sont tes larmes » répondit Doblea, le visage éclairé par la lueur de l'eau. « Grand-mère Helena disait que le prix se paierait en larmes, tu te souviens ? Des larmes sincères. » D'une main tremblante, Ethan sortit le petit flacon que lui avait donné Helena, le tirant de sa chemise froissée. Il retira le bouchon et le plongea délicatement dans l'eau scintillante, qui remplit le récipient d'une lueur argentée, comme s'il avait emprisonné un fragment de la lune. « Est-ce que ça va sauver Lily » demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. « L'eau contient ce que tu y as mis » répondit Doblea. « Tes larmes, ton amour, ta volonté enfin d'accepter de demander de l'aide, de reconnaître que tout ne peut pas être acheté ou contrôlé. » Ethan contempla le petit flacon dans ses mains. Il avait l'air si simple, si fragile. Comment pourrait-il contenir l'espoir de sauver sa fille ? « Le voyage ne s'arrête pas là, » poursuivit Doblea, comme si elle lisait dans ses pensées. « Ce que tu as appris aujourd'hui, ce que tu as ressenti, ça aussi fait partie du remède. » Peu à peu, la lueur de l'eau s'estompa, redevenant un simple reflet de la lune dans le courant clair. Ethan reboucha soigneusement le flacon et le serra contre sa poitrine. « Merci » dit-il à Doblea, les mots maladroits sur ses lèvres. Exprimer de la gratitude n'était pas un exercice familier pour lui, et encore moins sincèrement. La fillette sourit. « Ne me remercie pas, remercie-toi. Tu as eu le courage de venir ici. »« Comment allons-nous retourner en ville ?» demanda Ethan, soudain conscient qu'il se trouvait en pleine forêt, de nuit, sans lampe ni équipement adéquat. « De la même façon que nous sommes venus, » répondit Doblea en se relevant. « Un pas après l'autre. Mais le retour sera plus facile. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tu es plus léger, maintenant. » Et, chose étrange, alors qu'il se relevait, Ethan se rendit compte qu'elle avait raison. Quelque chose avait changé en lui, comme si un fardeau, porté si longtemps qu'il ne le sentait plus, venait de disparaître. Il jeta un dernier regard au ruisseau qui, à la lueur argentée de la lune, ressemblait désormais à un simple filet d'eau ordinaire. « Allons-y, » dit-il, sentant l'urgence le saisir à nouveau. « Lily nous attend. » Le soleil commençait à poindre quand Ethan et Doblea atteignirent les limites de la ville. Le chemin du retour avait effectivement été plus rapide, comme la fillette l'avait prédit. Ils parlèrent peu en route, chacun perdu dans ses pensées. Ethan vérifiait le flacon toutes les quelques minutes, craignant que l'eau lumineuse ne s'évapore ou ne perde ses propriétés mystérieuses. « Tu devrais aller directement à l'hôpital », déclara Doblea en arrivant dans la rue où Ethan avait garé sa voiture, toujours intacte, comme elle l'avait promis. « Tu ne viens pas avec moi ?» demanda Ethan, surpris. Doblea secoua la tête. « Non, ce moment est entre toi et Lily. » Il y avait quelque chose dans l'expression de l'enfant qui fit hésiter Ethan. « Je reviendrai pour te remercier, toi et ta grand-mère, une fois que Lily ira mieux. » Doblea sourit, mais ses yeux reflétaient une pointe de tristesse. « Souviens-toi juste de ce que tu as appris, Monsieur Blackwell, certaines choses ne s'achètent pas. » Il voulut en dire plus, poser d'autres questions, mais l'urgence de retrouver Lily surpassa tout. Après un ultime signe de la main à Doblea, il monta en voiture et repartit. La ville s'éveillait doucement, les travailleurs partaient au boulot, les boulangeries ouvraient leurs portes, et les premiers bus entamaient leur trajet. Ethan observa le monde avec un regard neuf, comme s'il le découvrait pour la première fois. Chaque personne, chaque immeuble, semblait plein d'histoires et de sens qu'il n'avait jamais perçus auparavant. Il jeta un coup d'œil à son reflet dans le rétroviseur et peina à se reconnaître. Une barbe naissante couvrait son visage, des cernes assombrissaient ses yeux et ses cheveux étaient en bataille. Ses vêtements de luxe étaient sales et froissés. Il avait l'allure d'un naufragé, pas celle du puissant PDG de Blackwell Enterprises. Étrangement, cela lui était égal. Une fois arrivé à l'hôpital, il se gara à la première place qu'il trouva, sans se soucier qu'elle puisse être réservée. Serrant le flacon dans sa main,
il courut à travers les couloirs jusqu'à la chambre de Lily, ignorant les regards surpris du personnel médical face à son apparence négligée. Catherine se tenait devant la porte de la chambre, parlant doucement avec le docteur Peterson. En voyant Ethan, ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu, Ethan, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Où étais-tu toute la nuit? Je t'ai appelé 1000 fois. » Ethan se rappela seulement alors que son téléphone était resté éteint depuis sa rencontre avec AA à l'église. « Comment va Lily? » demanda-t-il, éludant les questions de Catherine. Le visage du docteur Peterson se rembrunit. « Pas d'amélioration, monsieur Blackwell. En fait, sa fièvre est montée en flèche durant la nuit. Nous essayons de la contrôler, mais... » Il hésita. « Je pense qu'il faudrait envisager des soins palliatifs à ce stade. » Des soins palliatifs, l'euphémisme médical pour dire qu'on abandonne, qu'on accepte l'inévitable. 2 jours plus tôt, Ethan aurait exigé plus de tests, menacé de poursuivre l'hôpital en justice, offert de payer le prix fort pour faire venir des spécialistes de l'étranger. À présent, il se contenta de hocher la tête. « Puis-je la voir? » « Bien sûr, » répondit le docteur, clairement surpris par son calme. « Elle dort en ce moment, nous lui avons donné un médicament contre la douleur. » Ethan entra dans la chambre en silence. Lily semblait encore plus petite dans le grand lit d'hôpital, entourée de machines et de moniteurs. Son visage était rougi par la fièvre, sa respiration était courte et rapide. Le lapin bleu, Pingo, reposait à côté d'elle, comme toujours. Catherine le suivit. « Où étais-tu ? » demanda-t-elle plus doucement cette fois. « J'étais morte d'inquiétude. »« C'est difficile à expliquer, » répondit-il, toujours fixé sur Lily. « Je suis allé chercher de l'aide ailleurs. » « Quel genre d'endroit ? » ?»« Un endroit dont je ne croyais pas l'existence. » Catherine le dévisagea, inquiète. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, échevelé, parlant par énigme, arborant une expression indéchiffrable. « Ethan, est-ce que ça va ? Tu devrais peut-être te reposer un peu. Je peux rester avec Lily pendant que tu... » « Je vais bien, » l'interrompit-il doucement. « Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, en fait. » Il s'approcha du lit et s'assit sur la chaise à côté, tenant toujours le flacon d'eau du ruisseau à demi dissimulé par sa manche. « Pourrais-tu nous laisser un moment tous les deux ?» demanda-t-il à Catherine. « Je te promets que je ne serai pas long. » Elle hésita puis acquiesça. « Je serai à la cafétéria. Toi, tu as vraiment besoin d'un café aussi. » Quand Catherine referma la porte, Ethan se retrouva enfin seul avec Lily. Il contempla sa fille, si frêle, luttant contre un ennemi invisible que ni sa fortune ni son pouvoir ne pouvaient vaincre. « Lily » l'appela-t-il doucement, sans vouloir la réveiller, juste pour qu'elle sache, quelque part, qu'il était là. « Papa t'a apporté quelque chose. » Délicatement, il ôta le bouchon du flacon. L'eau émettait encore une légère lueur, moins intense que dans le ruisseau. Elle exhalait un parfum subtil, comme un matin de printemps après une douce pluie. Ethan jeta un coup d'œil au moniteur cardiaque, à la porte close, à la fenêtre. Ce qu'il s'apprêtait à faire enfreignait sans doute 1000 protocoles hospitaliers, mais il était allé trop loin pour reculer. Avec la plus grande délicatesse, il souleva la tête de Lily et approcha le flacon de ses lèvres. « Bois, princesse, » murmura-t-il. « S'il te plaît. » Même dans son sommeil sous sédatif, Lily parut percevoir quelque chose. Ses lèvres frémirent et elle avala quelques gouttes de l'eau lumineuse. Ethan observa, émerveillé, tandis qu'elle déglutissait doucement. Sans savoir quelle quantité était nécessaire, il la laissa boire la moitié du flacon avant de l'éloigner. Il reposa sa tête sur l'oreiller et remit le flacon dans sa poche. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre. Les minutes s'écoulèrent. Ethan serrait la petite main de Lily entre les siennes, guettant chaque respiration, chaque mouvement de ses paupières closes. Il ignorait ce qu'il devait espérer, un miracle instantané, une lumière céleste ou une guérison progressive. Au bout d'environ 15 minutes, il remarqua quelque chose. Le souffle de Lily semblait plus régulier, moins laborieux. Il observa l'écran qui affichait sa température corporelle et vit qu'elle avait baissé de quelques dixièmes. « Lily » appela-t-il doucement, en serrant sa main. Les yeux de sa fille s'ouvrirent lentement. Après quelques instants de confusion, ils se fixèrent sur lui. « Papa ?» Sa voix était rauque, mais plus forte que ces derniers jours. « Tu es tout sale. » Ethan ne put s'empêcher de sourire. Même malade, sa fille ne laissait rien passer. « J'ai fait une randonnée, princesse. Comment te sens-tu » Lily sembla réfléchir sérieusement, comme si elle évaluait son état intérieur. « J'ai moins chaud, finit-elle par dire, et j'ai faim. »
Faim? Lily n'avait plus d'appétit depuis des jours. Le cœur d'Ethan s'emballa sous l'effet d'un espoir si fort qu'il en était presque douloureux. Qu'est-ce que tu veux manger? Des crêpes avec du sirop d'érable et des fraises. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et le docteur Peterson entra, suivi d'une infirmière, pour effectuer le contrôle de routine. Ils s'arrêtèrent net, surpris de voir Lily éveillée et en train de parler. « Bonjour, Lily, » dit le docteur, se reprenant. « Tu es réveillée, à ce que je vois. » « J'ai faim », les informait-elle comme s'il s'agissait de la nouvelle la plus importante au monde. Le docteur Peterson jeta un regard à Ethan, levant un sourcil, puis reporta son attention sur Lily. « Très bien, c'est bon signe. Nous allons prendre ta température, d'accord ?» L'infirmière consultait déjà le moniteur, l'air de plus en plus perplexe mais heureuse de voir la petite patiente en forme. « Docteur, sa température est à 37,2. Il y a une heure, elle était à 39,7. Le médecin fronça les sourcils et posa la main sur le front de Lily. « Vérifions avec un thermomètre normal. » Après avoir confirmé la baisse de fièvre à l'ancienne, le docteur Peterson parut réellement déconcerté. Sa fièvre est effectivement tombée en flèche. « J'ai faim, » répéta Lily, au cas où quelqu'un n'aurait pas compris. « Je vais demander quelque chose à la cuisine, » promit l'infirmière, encore sous le choc mais manifestement ravie de l'amélioration de Lily. Le docteur Peterson fit signe à Ethan de sortir dans le couloir pour discuter. « Je reviens, princesse, » promit Ethan en embrassant le front de Lily. Dans le couloir, le médecin ne prit pas la peine de masquer son étonnement. « Monsieur Blackwell, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais l'amélioration soudaine de Lily n'est pas banale. La forte fièvre était l'un des principaux signes de la progression agressive du cancer. » « Cela signifie qu'elle va mieux ?» demanda Ethan, tâchant de garder son calme, même si son cœur débordait d'espoir. « C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Nous allons devoir refaire des analyses, répéter certains examens, consulter peut-être d'autres spécialistes. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Si cette tendance se poursuit, oui, il est possible qu'elle entre en rémission. Le mot « rémission » resta suspendu dans l'air comme un oiseau rare et précieux, que personne n'osait approcher de peur de le faire fuir. « Qu'est-ce qui a provoqué ce changement ?» demanda Catherine, arrivée avec 2 tasses de café et rejoignant le groupe, la voix chevrotante d'angoisse et d'espoir. Le médecin secoua la tête. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Parfois, on constate une réponse différée à certains traitements, ou bien le corps trouve ses propres mécanismes de défense que nous ne comprenons pas encore. La médecine a ses limites, il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. » Ethan songea au flacon dans sa poche, désormais à moitié plein. Il garda le silence. 3 jours plus tard, de nouveaux examens confirmèrent ce que les premiers laissaient présager. Le cancer de Lily était en régression. Sa fièvre n'était pas réapparue, son appétit était revenu et même ses cheveux semblaient plus brillants. Le docteur Peterson parlait d'un « cas exceptionnel » et d'une « réponse inattendue », tandis que d'autres médecins venaient examiner Lily, intrigués par cette guérison soudaine. Ils discutaient déjà d'articles qu'ils pourraient rédiger, de recherches à mener. Catherine oscillait entre une gratitude infinie et la peur que l'amélioration soit éphémère. Elle passait chaque minute aux côtés de Lily, comme si s'en éloigner pouvait faire disparaître le miracle reçu. Ethan, de son côté, ressentait une paix inconnue jusque-là. Il n'avait plus besoin d'explications médicales ou de garanties. Il savait ce qui s'était passé, même s'il ne comprenait pas totalement comment ni pourquoi. Le 4e jour, dans l'après-midi, tandis que Lily faisait une sieste réparatrice et que Catherine rentrait prendre une douche et se changer, Ethan décida qu'il était temps de tenir sa promesse. Il devait retrouver Dobleha et Elena pour les remercier de ce qu'elles avaient fait et leur offrir ce qui, malgré tout, lui paraissait insuffisant, de l'argent, même si ce geste lui semblait presque insultant après ce qu'il avait appris. Il reprit la route du quartier pauvre où Dobleha avait bouleversé son existence. En plein jour, les rues paraissaient différentes, moins menaçantes, plus humaines. Les gens discutaient sur les perrons, des enfants jouaient au ballon dans des terrains vagues, des vendeurs proposaient fruits et légumes sur de petits stands improvisés. Il reconnut la rue étroite où il s'était garé la première fois, à l'angle des mêmes maisons. Mais en arrivant à l'endroit où aurait dû se trouver la maison d'Elena, il s'arrêta, déconcerté. Il n'y avait pas de maison, seulement un terrain vague envahi par les mauvaises herbes et les déchets, entouré par la même clôture basse et branlante dont il se souvenait. Le portail en fer pendait au même gond unique. Il sortit de sa voiture, s'approcha, pensant s'être trompé d'adresse. Mais non, il reconnut parfaitement l'endroit.
C'était ici même qu'il avait vu la maison en bois délabré et le jardin aux fleurs impossibles. « Vous cherchez quelque chose, monsieur ?» demanda un vieil homme qui passait, un sac de course à la main. « Il y avait une maison ici, » répondit Ethan, toujours fixé sur le terrain vague. « Une maison en bois, avec un jardin devant. » Le vieil homme le dévisagea, intrigué. « Ça fait bien 20 ans qu'il n'y a plus de maison sur ce terrain. Elle a brûlé quand j'étais encore jeune. »« C'est impossible. J'étais ici il y a 4 jours. » L'homme haussa les épaules. « Alors vous avez vu un fantôme, mon ami. La seule personne qui ait jamais habité là était une vieille guérisseuse. Elena, je crois. Elle est morte dans l'incendie, avec sa petite fille. » Un frisson glaça Ethan. « Sa petite fille. Comment s'appelait-elle ? » Ça remonte à loin. Je crois que c'était Anna, ou Double, quelque chose comme ça. Le vieil homme poursuivit sa route, laissant Ethan pétrifié devant le terrain vague. Lentement, il revint à sa voiture et s'assit derrière le volant, tentant de mettre de l'ordre dans ce qu'il venait de découvrir. C'était impossible. Il avait parlé à Double, marché avec elle, entendu sa voix. Il était entré chez Elena, avait senti l'odeur des plantes, vu les objets sur les étagères. Le téléphone d'Ethan sonna, interrompant le cours de ses pensées. C'était Catherine. « Ethan, où es-tu ? Tu dois revenir immédiatement à l'hôpital. » Son cœur se serra. « Lily, est-ce que… » Elle va bien, le rassura Catherine, la voix chargée d'émotion. Le docteur Peterson vient de nous donner les résultats de ses derniers examens. Ethan, le cancer, il est en rémission complète. Il parle d'un miracle médical. Ethan fixa encore le terrain vague où se dressait jadis la maison d'Elena et Double. « Ce n'est pas la médecine, n'est-ce pas ? » demanda Catherine, après un silence. « C'est ce que tu as fait cette nuit-là. » Ethan revit le ruisseau, les larmes, l'eau qui brillait. Il revit Double, qui aurait apparemment péri des décennies plus tôt. Il repensa à tout ce qu'il croyait savoir du monde, et à la façon dont ses certitudes avaient volé en éclats en quelques jours. « Oui, répondit-il enfin. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. »« Tu n'as pas besoin d'expliquer, » dit Catherine. « Reviens juste. Ta fille te réclame. » Ethan jeta un dernier regard au terrain vague. Il crut apercevoir, l'espace d'un instant, une petite fille debout au milieu des herbes folles, qui lui souriait. Quand il cligna des yeux, elle avait disparu. « Merci, » murmura-t-il dans le vide. « Pour tout. » Il mit le contact et reprit la route de l'hôpital, où Lily l'attendait, guérie par des larmes, la foi et l'eau d'un ruisseau qui n'existait peut-être que pour ceux qui avaient vraiment besoin de le trouver. Une semaine s'était écoulée depuis l'inexplicable guérison de Lily. Les médecins continuaient à s'agiter, employant des termes comme « rémission spontanée » et « cas extraordinaire » dans leurs rapports. Lily, quant à elle, avait retrouvé toute l'énergie et la joie de ses 5 ans, comme si la maladie n'avait jamais existé. Catherine en pleurait de gratitude dès qu'elle la voyait courir dans le jardin de l'hôpital, pendant les pauses entre 2 examens. Ethan aurait dû célébrer le miracle tant imploré, sa fille était sauvée. Pourtant, un sentiment diffus continuait de le hanter, comme si l'histoire n'était pas encore terminée. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à Double et à la maison disparue, au terrain vague, aux propos du vieil homme sur l'incendie d'il y a des décennies. Rien n'avait de sens. Il était absolument sûr que Double était bien réelle, vivant à son époque. Elle avait évoqué des détails récents sur les affaires de son entreprise, connaissait des choses sur Lily que personne ne pouvait savoir. Comment aurait-elle pu être le fantôme d'une enfant morte il y a si longtemps ? Tu as l'air préoccupé, observa Catherine lorsqu'ils se retrouvèrent dans le couloir de l'hôpital après que Lily eut été emmenée pour un énième examen de contrôle. Tu es inquiet pour quelque chose ? Ethan hésita. Comment expliquer l'inexplicable ? Catherine avait accepté presque sans question que quelque chose d'extraordinaire se soit produit pour sauver Lily. Mais évoquer une maison qui disparaît, de l'eau qui brille et une fillette peut-être décédée depuis 40 ans, c'était peut-être trop. J'essaie juste de comprendre certaines choses, finit-il par répondre évasivement. Catherine lui lança un regard qu'il connaissait bien, un mélange de curiosité et d'inquiétude. À propos de la guérison de Lily ? En quelque sorte, oui, répondit-il en ajustant machinalement sa montre, geste nerveux qui ne lui ressemblait pas. J'ai besoin de retrouver quelqu'un. La personne qui t'a aidé ? Demanda Catherine. Il hocha la tête. Tu as peur que ce qui a sauvé Lily puisse disparaître si tu ne retrouves pas cette personne, s'inquiéta Catherine. Non, la rassura-t-il aussitôt. Lily est guérie, j'en suis convaincu. C'est juste, je me sens redevable et j'ai besoin de réponses.
Catherine esquissa un léger sourire. Ethan Blackwell qui se sent redevable envers quelqu'un, le monde a vraiment changé. Il n'y avait aucune méchanceté dans ses propos, seulement le constat sincère d'accent grave quel point il avait changé ces derniers jours. « Vas-y, dit-elle. Trouve qui tu cherches. Lily et moi, on sera là quand tu reviendras. » Ethan entreprit alors sa recherche de façon systématique, comme tout grand projet qu'il avait mené au cours de sa carrière. Il retourna d'abord au terrain vague où se dressait la maison d'Elena. De jour, il examina chaque recoin, il interrogea les habitants, surtout les plus âgés. La plupart confirmèrent l'histoire d'un incendie des années auparavant, même si aucun ne semblait se rappeler avec précision la date. Une vieille dame, qui vendait quelques fruits et légumes sur un stand d'angle de rue, se souvenait vaguement d'une guérisseuse vivant avec sa petite fille. Mais quand il lui demanda des précisions, elle se contenta de hausser les épaules en disant que le temps s'écoule différemment quand on est vieux. Frustré, Ethan élargit ses recherches. Il se rendit à la bibliothèque municipale pour consulter les anciens journaux. Là, il trouva un court article mentionnant un incendie dans ce secteur, en 1987, près de 40 ans plus tôt. L'article évoquait seulement 2 victimes, une femme âgée et un enfant sans préciser de nom. Comment était-ce possible? Ethan était absolument certain qu'Ava appartenait au présent, elle avait mentionné des accords commerciaux récents et des détails connus sur Lily. Il était illogique de penser qu'elle fût l'esprit d'une fillette décédée si longtemps auparavant. Alors qu'il retournait en voiture dans le quartier pauvre où tout avait commencé, une nouvelle idée lui vint. Et s'il y en avait 2? Et si la fillette qui l'avait guidé vers le ruisseau était d'une manière ou d'une autre une descendante de Dobla, morte dans l'incendie? Ou s'agissait-il simplement d'une coïncidence de nom? Il décida de changer de tactique. Au lieu de chercher la maison disparue, il se mit à décrire Dobla aux habitants. Une fillette de 8 ans, cheveux sombres en tresse, des yeux perçants, bien plus mûrs que son âge. Le 3e jour de cette nouvelle recherche, il obtint enfin une piste. Un livreur de journaux affirma connaître une fille bizarre nommée Ava, qui vivait avec sa mère à la lisière du quartier, près d'une casse abandonnée. Elle n'a pas beaucoup d'amis, expliqua le garçon. Les autres enfants disent qu'elle parle à des gens qui ne sont pas là. Le cœur d'Ethan s'emballa. Peux-tu me montrer où elle habite? Le garçon hésita, manifestement en attente d'une récompense. Ethan sortit un billet de $20 de son portefeuille et le lui tendit. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent. C'est par là, dit-il en désignant un chemin de terre qui s'éloignait des dernières maisons du quartier. Après le virage, là où commencent les arbres, il y a un petit sentier sur la droite. Ils habitent au bout, dans une maison faite de briques et de brocs que sa mère a trouvées dans les poubelles. Ethan le remercia et suivit la direction à pied. Son Aston Martin aurait attiré trop d'attention dans ce coin, il préféra donc la garer près d'une petite supérette à l'entrée du quartier. La route se réduisit bientôt à un simple sentier envahi de hautes herbes. Au fur et à mesure qu'il avançait, les habitations se faisaient plus rares et plus délabrées. Enfin, au bout d'une quinzaine de minutes, il aperçut ce qui ne pouvait être décrit que comme une masure. La maison semblait construite avec des planches de bois de récupération, des tôles, des bâches et d'autres matériaux de rebut. Elle était plus petite que bien des pièces de son manoir, manifestement insuffisante pour protéger de la pluie, du vent et du froid. Un minuscule jardin improvisé poussait dans des boîtes de conserve recyclées près de la porte, avec quelques plantes qu'Ethan reconnut pour les avoir vues chez Elena. Il s'approcha avec précaution, ne voulant pas effrayer les occupants. À quelques mètres de l'entrée, couverte d'un rideau déchiré, il entendit une voix familière. « Monsieur Blackwell. » Dobla se tenait entre 2 boîtes servant de pots de fleurs, vêtue de la même simple robe qu'elle portait lorsqu'il l'avait rencontrée à l'église. Ses yeux sombres le regardaient avec la même intensité déconcertante que la première fois. « Dobla, dit-il, ressentant un mélange de soulagement et de confusion. Tu es réel. » La fillette inclina légèrement la tête sur le côté, comme elle le faisait lorsqu'elle réfléchissait à quelque chose d'intéressant. « Tu pensais que je ne l'étais pas? Je suis allé te chercher, ainsi que ta grand-mère. L'endroit où j'ai vu la maison, il n'y avait rien, juste un terrain vague. » Ava ne sembla pas surprise. « Grand-mère Elena n'habite plus là, répondit-elle simplement. Les gens m'ont dit qu'elle était morte dans un incendie il y a de nombreuses années. » Les gens disent beaucoup de choses, répliqua Ava en haussant les épaules. Grand-mère a toujours dit que la vérité et le temps apparaissent différemment selon les personnes. Avant qu'Ethan ne puisse la presser sur ce point déroutant, le rideau à l'entrée fut tiré de côté, laissant apparaître une femme. Elle était jeune, pas encore 30 ans, mais son visage portait les marques de trop nombreuses épreuves. Ses cheveux sombres, identiques à ceux d'Obla,
était attachée en un chignon simple et elle portait des vêtements propres mais très usés. Elle s'interrompit brusquement en voyant Ethan, et son visage pâlit. Ethan fut également surpris. Il y avait chez cette femme quelque chose de familier, comme s'il l'avait déjà vu quelque part, sans pouvoir se rappeler où. « Maman, voici Monsieur Blackwell », présenta A avec calme. « C'est l'homme dont je t'ai parlé. » La femme regarda sa fille avec une expression difficile à interpréter, quelque part entre la peur et la résignation. « Que fait-il ici » demanda-t-elle doucement, comme si Ethan ne pouvait pas l'entendre. « Il est venu nous remercier, je crois », répondit A en cherchant la confirmation dans le regard d'Ethan. « Oui, dit-il rapidement. Ta fille, elle m'a aidé d'une manière que je ne pourrai jamais vraiment rembourser. » La femme étudia Ethan longuement avant de parler. « Je m'appelle Sofia Ramirez, dit-elle enfin, et je crois que nous avons beaucoup à discuter, Monsieur Blackwell. Veuillez entrer. » L'intérieur de la masure était encore plus précaire que l'extérieur ne le laissait supposer. L'unique pièce servait à la fois de cuisine, de salon et de chambre à coucher, avec seulement un rideau de fortune pour séparer ce qui devait être leur espace de couchage. Les quelques meubles semblaient de la récupération, une table bancale, 2 chaises dépareillées, un matelas fin posé à même le sol. Pourtant, tout était d'une propreté méticuleuse et bien organisée. « Désolé, je n'ai pas de café à vous offrir, » dit Sofia en indiquant à Ethan l'une des chaises. « Nous en manquons depuis hier et je n'ai pas pu en racheter. »« Ne vous en faites pas, » répondit-il, mal à l'aise, non seulement à cause de la chaise instable, mais aussi face à la pauvreté extrême qu'il découvrait. A s'installa sur une petite caisse en bois près de la seule fenêtre, recouverte d'un plastique transparent en guise de vitre. « Lily va bien » demanda la fillette. « Oui, elle est complètement rétablie. Les médecins n'arrivent pas à l'expliquer. Ils parlent de miracle. » Sofia regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Ava m'a parlé de ta fille malade et de la façon dont elle t'a emmené jusqu'au ruisseau. Tu es donc au courant pour le ruisseau » demanda Ethan, surpris. « Je sais qu'il y a un endroit spécial dans la montagne où A va parfois. Un endroit où, selon elle, l'eau aide les gens. » Il y avait dans la voix de Sofia du scepticisme, mais aussi une acceptation résignée, comme si elle avait appris à ne pas remettre en question certaines particularités de sa fille. « Ce n'est pas juste l'eau, maman, » déclara A calmement. « Ce sont les larmes. Les gens doivent être prêts à pleurer. » Sofia poussa un soupir. « Ma fille a toujours été différente. Depuis qu'elle est petite, elle sait des choses qu'elle ne devrait pas. Au début, je croyais que c'était juste l'imagination d'une enfant. Mais ensuite... » Elle s'interrompit, visiblement troublée. « Ensuite » insista Ethan. « Ensuite, les gens ont commencé à aller mieux. Des malades que les médecins disaient condamnés, des problèmes qui semblaient insolubles, toujours après que A leur ait parlé ou les ait emmenés faire un tour dans la montagne. » Ethan regarda la fillette, assise tranquillement près de la fenêtre, frêle et menue. « Tu as aidé d'autres personnes en plus de moi » A hocha la tête. « Quand je peux. Quand ils sont prêts. » « Et vous n'avez jamais rien demandé en retour » demanda Ethan, jetant un regard circulaire autour de lui, constatant la pauvreté évidente dans laquelle il vivait. « Qu'est-ce que je pourrais demander » répondit Ava avec une sincérité désarmante. « Les gens donnent déjà ce qu'ils doivent donner quand ils pleurent au ruisseau. » Sofia se leva et s'approcha d'un petit coffre dans le coin. Elle en sortit quelque chose et le tendit à Ethan, une photo jaunie. « Voici mon père, le grand-père A. » Ethan examina la vieille photo. Elle montrait un homme âgé, aux cheveux blancs rassemblés en un chignon simple, assis sur une chaise à bascule sur une véranda. À ses côtés, se tenait une fillette plus jeune, sans aucun doute A. « Ta grand-mère » murmura Ethan en regardant A. « Elena » ? « Oui » confirma Sofia. « Mon père a adopté le nom d'Elena plus tard dans sa vie. Il était transgenre, même s'il n'employait pas ce mot-là. Il est né Hila Ramirez, mais il s'est toujours senti femme. » Ethan regarda à nouveau la photo, remarquant des détails qui lui avaient échappé. Les mains délicates, le châle sur les épaules, la douceur des traits vieillis. « Quand je l'ai rencontrée, j'étais persuadé qu'elle était une femme, » dit-il en essayant d'assimiler cette nouvelle information. « Elle l'était, pour tous les aspects qui comptent, » répondit Sofia. « Elle a passé ces dernières années comme elle le voulait. C'était difficile, dans ce quartier conservateur, mais les gens ont fini par l'accepter. Surtout après qu'elle se soit mise à les aider avec des remèdes naturels et des conseils. « Donc ta grand-mère était guérisseuse » dit Ethan à A, qui hocha la tête. « Elle t'a appris des choses sur les plantes et sur le ruisseau. Les gens m'ont parlé d'un incendie » continua-t-il en se tournant à nouveau vers Sofia. «
Ils ont dit qu'Elena et une fillette étaient mortes il y a des années. Sofia expira lentement. Il y a bien eu un incendie, oui, dans l'ancienne maison où mon père vivait. Mais il n'était pas sur place à ce moment-là, il était à l'hôpital après une crise cardiaque. La fillette qui est morte était une voisine qui l'aidait souvent avec les plantes. Alors pourquoi les gens croient-ils qu'ils sont morts tous les deux? Parce que mon père n'est jamais revenu vivre dans le quartier après ça. Le traumatisme était trop grand. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux ni de moyens faciles de vérifier les faits. Les gens ont supposé le pire. Ethan se sentit soulagé par cette explication logique, mais quelque chose le tracassait encore. Et la maison que j'ai vue, où Elena m'a accueilli? Sofia sembla perplexe. Mon père a passé ses dernières années dans une petite chambre louée de l'autre côté de la ville. Il est décédé il y a 3 ans, paisiblement, dans son sommeil. A, restée silencieuse, prit la parole. Parfois, les gens voient ce dont ils ont besoin, maman. Ethan regarda la fillette, ressentant ce frisson familier. Il y avait dans son regard une sagesse qui dépassait son âge. Tu m'as emmené dans une maison qui n'existe pas, dit-il, non comme un reproche, mais comme une vérité. Je t'ai emmené à l'endroit où tu devais aller, répondit A simplement, pour que tu puisses trouver ce que tu avais à trouver. Sofia les observa échanger ces paroles avec un air résigné, comme si elle était habituée aux énigmes de sa fille. Ava a toujours eu ce don, expliqua-t-elle. Savoir ce dont les gens ont besoin, même quand ils l'ignorent eux-mêmes. Elle marqua une pause avant d'ajouter. Et voir au-delà de ce qui se présente à nos yeux. Ethan s'efforça de tout assimiler. La maison qu'il avait vue, si vivante et réelle. Était-ce une sorte d'hallucination? Une manifestation physique de la sagesse d'Elena transmise à A? Ou simplement la façon dont la fillette l'avait guidée à travers son périple? Pourquoi m'as-tu aidé, Ava? Finit-il par demander. Parmi tous les gens au monde, pourquoi m'avoir choisi? La fillette échangea un regard avec sa mère, qui paraissait soudain embarrassée. Parce que nous devions nous rencontrer, répondit A. C'était le moment. Le moment pourquoi? Cette fois, ce fut Sofia qui répondit, la voix soudain tendue. Pour fermer un cercle, Monsieur Blackwell. Quelque chose, dans la manière dont elle avait prononcé son nom, réveilla chez Ethan un souvenir lointain. Il scruta le visage de la jeune femme, essayant de se rappeler où il aurait pu la croiser. Nous nous sommes déjà rencontrés? Demanda-t-il. Nous n'avons jamais été présentés officiellement, répondit Sofia. Mais oui, nos chemins se sont croisés il y a 7 ans. Où ça? Chez Blackwell Enterprises. Sofia prit une longue inspiration. Mon mari, Daniel Ramirez, travaillait dans votre département RD. Il a été licencié lors des coupes budgétaires que vous avez ordonnées en 2018. Cette information frappa Ethan comme un coup de poing. 2018? L'année où il avait procédé à une gigantesque restructuration, supprimant des centaines de postes pour améliorer la rentabilité avant l'introduction en bourse. C'était l'un des moments clés de sa carrière, salué par la presse financière comme un geste de leadership décisif. Daniel Ramirez, répéta-t-il, tentant de se souvenir parmi les centaines de noms qui avaient défilé sur son bureau à l'époque. Il développait le système de filtration d'eau que votre entreprise a breveté, poursuivit Sofia, la voix maîtrisée mais chargée de tristesse. Il y travaillait depuis 3 ans. C'était presque terminé quand il a été licencié. Des bribes de mémoire refirent surface. Un ingénieur talentueux, passionné par son travail, qui avait déposé des recours contre son licenciement, affirmant que le projet était sur le point d'aboutir. Ethan se souvenait vaguement avoir signé une note rejetant l'appel, parmi des dizaines d'autres cas similaires à l'époque. Je me rappelle de lui maintenant, dit-il lentement. Le comité de restructuration recommandait l'abandon des projets à long terme pour se concentrer sur les résultats immédiats. Pour Daniel, ce n'était pas juste un projet, rétorqua Sofia, laissant percer la douleur dans sa voix. C'était le but de sa vie. Il croyait pouvoir fournir de l'eau potable à faible coût aux communautés les plus démunies. Ethan sentit son malaise grandir. Qu'est-il devenu? Demanda-t-il. Sofia détourna le regard, fixant un point invisible au-delà des murs de la masure. Après son licenciement, il n'a plus retrouvé de travail dans son domaine. Les entreprises ne voulaient pas de quelqu'un dont Blackwell s'était débarrassé. Il a enchaîné des petits boulots, chaque fois pire que les précédents. Elle s'interrompit, peinant à contenir son émotion. La dépression s'est installée. D'abord, il est devenu silencieux. Puis il a cessé d'essayer. Un jour, il est parti chercher du travail et n'est jamais revenu. On a retrouvé son corps 3 jours plus tard sous un pont. Les mots frappèrent Ethan comme des coups.
Un suicide. Daniel Ramirez s'était ôté la vie après avoir perdu l'emploi qu'Ethan avait signé sans état d'âme, sans même lire les détails, sans se soucier du sort de ceux qu'il laissait sur le carreau. Je ne savais pas, murmura-t-il, la gorge soudain sèche. Pourquoi l'auriez-vous su? Répondit Sophia, sans agressivité, mais avec réalisme. Pour vous, il n'était qu'un chiffre sur un rapport. Un coup à réduire. Ethan jeta un regard à Dobleha, qui le fixait de ses yeux pénétrants. Tu savais tout ça depuis le début, dit-il, plus vraiment dans l'interrogation. La fillette hocha la tête. C'est pour ça que tu m'as aidé? Pour te venger? Non, répondit immédiatement Ava. Pour guérir. Toi et nous. Ethan sentit la pression monter en lui, la sensation que tout s'écroulait autour de lui. Des années à bâtir un empire, à prendre des décisions difficiles, toujours justifiées par la rentabilité. Il n'avait jamais vraiment envisagé leurs conséquences humaines. Des gens comme Daniel Ramirez étaient pour lui des abstractions, des chiffres sur un tableau. Mais, à présent, il était assis dans une cabane de fortune, face à la veuve et la fille d'un homme qui s'était suicidé en partie à cause de lui, et plus rien ne paraissait justifiable. « J'ai détruit votre famille, dit-il, la voix brisée. »« Vous n'avez pas appuyé sur la détente, rétorqua Sophia. Daniel a fait son choix, mais oui, vos actions ont eu des conséquences que vous n'aviez probablement jamais envisagées. » Ethan contempla à nouveau la misère de ce foyer, une jeune mère et son enfant, abandonnés à leur sort dans un monde impitoyable. Et tout cela avait commencé par un trait de plume sur un bureau luxueux dominant la ville. Sans réfléchir, il quitta sa chaise pour s'agenouiller sur le sol devant Sophia. « Je suis désolé, dit-il, conscient de l'inanité de ses mots. Je n'ai pas d'excuse pour ce que j'ai fait, aucune justification. » Sophia sembla surprise par ce geste. « Monsieur Blackwell, vous n'êtes pas obligé. »« Si, » l'interrompit-il. « J'en ai besoin. J'ai besoin que vous sachiez que je comprends. Je vois ce que j'ai provoqué, même si je ne peux pas changer le passé, je vous demande pardon. Je sais que je ne le mérite pas, mais je vous le demande malgré tout. » Des larmes coulèrent sur les joues de Sophia, exprimant la souffrance tue depuis si longtemps et enfin reconnue. « Pendant des années, je vous ai haï, avoua-t-elle. Votre nom, votre entreprise, tout ce que vous représentiez. Je vous tenais pour responsable de tout ce que nous avions perdu. Mais la haine est un fardeau trop lourd à porter si longtemps. » Elle inspira et essuya ses larmes du revers de la main. « Le temps ne peut pas revenir en arrière, monsieur Blackwell. Daniel ne reviendra pas. Nos années de galère ne s'effaceront pas. Mais le pardon? Le pardon est la seule voie possible, pour vous comme pour nous. » Dobleha, qui observait en silence, s'approcha et prit la main de sa mère. « Tout le monde mérite une deuxième chance, dit-elle avec la simplicité qui la caractérisait, un écho de la sagesse qu'elle semblait porter. C'est ce que grand-mère a toujours dit. » Ethan, toujours à genoux, sentit ses propres larmes couler de nouveau, sans chercher à les retenir. Pour la deuxième fois de sa vie, il se laissait aller à une vulnérabilité totale, pleinement humain. « Merci, finit-il par articuler en regardant Sophia puis Ava. Merci de me montrer ce qui compte vraiment, d'avoir sauvé ma fille, de m'avoir donné cette chance que je ne mérite pas. Les gens disent que le ruisseau guérit ceux qui boivent son eau, dit Dobleha d'une voix douce. Il guérit aussi ceux qui pleurent. » Ethan comprit alors la nature profonde du miracle auquel il avait assisté. Il ne s'agissait pas seulement de soigner Lily, mais aussi de sa propre guérison, de son apprentissage d'un au-delà de l'argent et du pouvoir, et de la prise de conscience de l'impact de ses actes sur autrui. Sophia posa une main légère sur son épaule. « Relevez-vous, monsieur Blackwell. Il y a encore beaucoup à faire. » Il se releva, se sentant à la fois épuisé et régénéré, comme s'il bouclait la boucle entamée dans l'église quelques jours plus tôt. « Je veux vous aider, dit-il, pas par culpabilité, ni par obligation, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Sophia et Dobleha échangèrent un regard, et la fillette sourit, un sourire d'enfant, authentique, plein d'espoir. « Nous savions que vous diriez ça, répondit Dobleha. C'est pour ça que le ruisseau vous a choisi. » Ethan se tenait devant la chambre 507 de l'hôpital mémorial, le cœur battant d'une façon à laquelle il n'était pas habitué. Plus le tambour d'un homme d'affaires toujours pressé, mais l'angoisse d'un être sur le point de réunir deux parties importantes de sa vie. À ses côtés, Sophia ajusta nerveusement la blouse simple mais propre qu'elle avait choisie pour l'occasion. Ava, en revanche, paraissait parfaitement calme, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages cueillies en chemin. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Sophia à voix basse. « Ton ex-femme? Est-ce qu'elle sait qui nous sommes ?»« J'ai tout raconté à Catherine, répondit Ethan. Enfin, presque où ?
Je lui ai dit qu'Ava m'avait aidé à trouver un traitement alternatif pour Lily et que j'avais une dette envers vous, envers votre famille, que je voulais réparer. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation dans la masure. 3 jours pendant lesquels Ethan n'avait quasiment pas dormi, occupé à réorganiser ses priorités, à élaborer des projets, à initier des changements qu'il n'aurait jamais envisagés quelques semaines plus tôt. Son assistante avait failli s'évanouir quand il avait annoncé qu'il réduirait de moitié sa charge de travail pour se consacrer à sa famille. Le service juridique était encore en train de finaliser les documents pour créer une fondation destinée à aider les familles touchées par des licenciements d'entreprise. Son comptable personnel avait froncé les sourcils lorsqu'Ethan avait ordonné l'achat d'une maison confortable dans un quartier sûr pour l'offrir à Sophia et Ava. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il à Dobleha, qui hocha la tête. « Elle va me reconnaître » dit la fillette avec la même certitude tranquille qui la caractérisait. Ethan frappa doucement et ouvrit la porte. La chambre n'avait plus rien de l'endroit sombre où une enfant dépérissait, c'était à présent un lieu gai, décoré de dessins colorés et de ballons. Lily était assise sur le lit, vêtue de vêtements ordinaires plutôt que de la chemise d'hôpital, et elle crayonnait sur un bloc de papier. Catherine rangeait quelques jouets dans une valise. « Vous tombez à pic ?» commenta Ethan. « Tu es déjà en train de préparer tes affaires ?» « Oui, papa » répondit Lily avec un sourire en mettant son dessin de côté. Puis ses yeux tombèrent sur Ava, et il se produisit quelque chose d'extraordinaire. L'expression de Lily se modifia, un mélange de reconnaissance et de joie profonde. « Ah, tu es venue !» Catherine eut l'air déconcertée, jetant un regard interrogateur à la fillette inconnue et à sa mère, puis à Ethan. Elle ne comprenait manifestement pas la réaction de Lily. « Voici Sophia et sa fille, Ava Ramirez » présenta Ethan. « Ava, Sophia, je vous présente ma fille Lily et mon ex-femme, Catherine. » « Enchantée » dit Catherine poliment, bien qu'elle révélât son trouble dans son regard. Ava s'approcha du lit de Lily et lui tendit le petit bouquet de fleurs sauvages. « Je t'ai apporté ça » dit-elle simplement. « Elles sont spéciales, comme celles qui poussent près du ruisseau. » Ethan et Sophia échangèrent un regard inquiet, sachant qu'aucun d'eux n'avait mentionné le ruisseau à Lily. « Merci » répondit Lily, recevant les fleurs avec révérence. « Elles sont magnifiques. » Puis, à la surprise générale, elle tendit la main et serra fermement celle d'Ava. « Je savais que tu étais réelle. »« Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?» demanda Catherine en s'approchant du lit. « Ava était dans mes rêves, quand j'étais malade, » expliqua Lily comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle me montrait un endroit avec de l'eau qui brillait et elle disait que papa était parti chercher de l'aide, que je devais être forte jusqu'à son retour. Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Ethan tourna son regard vers Ava, qui se contentait de sourire sereinement, comme si rien n'était surprenant. « Tu rêvais d'Ava » finit par demander Catherine, regardant successivement Lily et la fillette inconnue. « Tout le temps » confirma Lily. Elle me racontait des histoires sur un ruisseau magique dans la montagne et disait que papa trouverait la solution si son cœur était assez fort. Sophia porta une main à sa bouche, choquée. Ethan sentit les dernières barrières de son scepticisme s'effondrer. Une part de lui gardait encore l'idée qu'Ava était peut-être simplement une enfant extraordinairement observatrice, qui aurait exploité son désespoir. Mais face à l'impossible, la connexion évidente entre Lily et Ava, il ne pouvait plus nier. « Tu peux tenir Pingo, si tu veux » proposa Lily à Ava en lui tendant son lapin bleu en peluche. « Il te connaît aussi. » Ava accepta le lapin en souriant. « Merci de me le prêter. Il a bien pris soin de toi ?»« Oui. Il reste avec moi toutes les nuits, » répondit Lily en hochant la tête. « Même quand les médecins disaient que je dormais, je vous entendais parler, lui et toi. » Catherine s'assit sur le bord du lit, visiblement bouleversée. « Mon ange, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ces rêves ?»« Je pensais que tu t'inquiéterais, » répliqua Lily avec un étonnant sens pratique. « Et puis Ava disait que c'était notre secret, jusqu'à ce que j'aille mieux. » Ethan observait la scène avec un sentiment de profonde humilité. Les deux fillettes continuaient de se tenir la main, discutant à présent de l'hôpital et des traitements, comme deux amis de longue date qui se retrouvent. « Je ne comprends pas » murmura Catherine à l'oreille d'Ethan tout en s'approchant de lui. « Comment Lily peut-elle connaître cette fille? Comment peut-elle rêver d'un ruisseau qu'elle n'a jamais vu? » « Certaines choses échappent à la logique » répondit Ethan, lui-même surpris d'être celui qui prononçait ces mots. « Je l'ai appris à mes dépens. » Sophia, qui était restée en retrait, essuya rapidement une larme. Ava a toujours eu ce lien particulier avec les gens, surtout les enfants malades. Mais jamais à ce point-là. Les adultes restèrent silencieux, tandis que les deux fillettes, maintenant debout près de la fenêtre,
examinaient le ciel ensemble, échangeant parfois un gloussement comme si elles partageaient un langage secret. « Je voudrais que vous vous asseyiez toutes les deux », proposa Catherine en désignant les chaises dans la pièce. « Je crois que nous avons beaucoup à nous dire. » Pendant l'heure qui suivit, Ethan fit un récit simplifié, la rencontre avec Ava à l'église, la façon dont elle l'avait conduit vers un endroit dans la montagne où il avait trouvé de quoi aider Lily, et la découverte du lien entre sa famille et celle de Sophia. Il omettait les détails sur la maison disparue et les larmes magiques du ruisseau, mais souligna l'essentiel, qu'il avait commis une grave erreur par le passé, qui avait causé de grandes souffrances à la famille d'Ava et qu'il voulait réparer. « C'est donc pour ça que tu as tant changé ces dernières semaines ?» conclut Catherine en le regardant. « Pour la première fois depuis des années, tu sembles en paix. »« J'apprends à voir les choses autrement », répondit Ethan, jetant un coup d'œil à Ava et Lily, qui discutaient près de la vitre. « À comprendre ce qui compte vraiment. » Sophia, qui avait écouté en silence, finit par prendre la parole. « Quand Deblea m'a dit qu'elle devait aider l'homme triste de l'église, je n'imaginais pas que ce serait vous, monsieur Blackwell. Une part de moi voulait l'en empêcher. Une autre ? » Elle s'interrompit, hésitante. Une autre savait que c'était la bonne chose à faire. Daniel aurait voulu ça. Votre mari devait être un homme remarquable, observa Catherine avec douceur. Il l'était, reconnut Sophia avec un triste sourire. Il rêvait de changer le monde en créant des systèmes de filtration d'eau abordables pour les communautés défavorisées. Pour lui, l'eau potable était un droit, pas un privilège. Ethan sentit le poids de cette révélation. Le projet qu'il avait interrompu aurait pu profiter à des milliers de personnes, et peut-être sauver Daniel lui-même. Ses travaux n'ont pas à disparaître avec lui, déclara fermement Ethan. Si vous avez encore ces notes, je ferai en sorte qu'elles soient développées, par le biais d'une fondation ou même chez Blackwell Enterprises. Le visage de Sophia s'éclaira. Je les ai toutes, oui. Daniel documentait chaque idée, chaque expérience. J'ai gardé toutes les boîtes, même quand nous étions contraintes de déménager dans des logements de plus en plus petits. C'est alors que Lily les appela depuis son lit. « Maman, Ava peut venir à la maison quand je sortirai d'ici ? Je veux lui montrer ma chambre. » Catherine hésita à peine avant de sourire. « Bien sûr, ma chérie. Ava et sa maman sont les bienvenues chez nous, quand elles voudront. » Les deux fillettes se regardèrent à nouveau, complices, tandis qu'un sourire timide s'échangeait entre elles. Ethan, de son côté, ressentait un soulagement indicible, comme s'il voyait s'effacer un long cauchemar. Pour la première fois depuis des années, peut-être même de sa vie d'adulte, il se sentait en paix. Et il réalisa alors la vérité évidente, c'était la foi et la bonté d'Ava qui avaient sauvé non seulement Lily, mais aussi lui-même. Le dîner fut servi à 19h précises dans la vaste salle à manger de la nouvelle maison de Sophia et Ava. La table, dressée avec soin, pouvait accueillir 8 personnes, Ethan, Catherine et Lily, Sophia et Deblea, le docteur Martinez, qui avait soigné Lily pendant sa maladie, et M et Madame Collins, un couple âgé vivant juste à côté, qui avait rapidement adopté la mère et la fille comme faisant partie de leur famille élargie. 4 mois s'étaient écoulés depuis la rencontre à l'hôpital. 4 mois de changements profonds pour tous. Ethan avait drastiquement réduit sa charge de travail, déléguant des responsabilités autrefois considérées comme non négociables. Il consacrait désormais ses mercredis après-midi à Lily, un rendez-vous sacré qu'aucune réunion ne pouvait perturber. Il rendait souvent visite à Sophia et Ava, suivant de près les progrès de la Fondation Ramirez, créée pour développer les idées de Daniel et soutenir les familles dans des situations similaires. Sophia administrait la fondation, découvrant en elle-même une capacité de leadership qu'elle n'avait jamais pu exprimer. Sa connaissance approfondie du travail de Daniel, combinée à son talent naturel pour aller vers les familles démunies, faisait d'elle l'administratrice idéale. Ava et Lily étaient inséparables, malgré leurs différences d'âge. Elles n'étaient pas dans la même école, mais passaient presque tous les week-ends ensemble, soit chez l'une, soit chez l'autre. D'abord sur ses gardes, Catherine avait peu à peu lié une réelle amitié avec Sophia, unie par leurs inquiétudes maternelles, et étonnamment, par une vision du monde qu'elle découvrait similaire. « Quelqu'un veut-il se resservir ?» demanda Sophia en déposant le dernier plat sur la table. « Ava, peux-tu apporter la carafe d'eau, ma chérie ?» Le repas était simple mais préparé avec amour, un dîner familial reflétant l'esprit de ce nouveau foyer créé autour d'eux. Au milieu des rires et des échanges joyeux, Ethan les observa avec étonnement. Leur vie à tous s'était transformée. « Ethan » l'interpella Catherine, le tirant de sa rêverie. « On dirait que tu es ailleurs. »« À quoi penses-tu ?»« À l'imprévisibilité de la vie, répondit-il sincèrement. À la façon dont nous sommes tous reliés, parfois sans le savoir. Je trinque à ça,
proposa le docteur Martinez en levant son verre. À ces liens inattendus qui nous guérissent. Tout le monde leva son verre, même les enfants avec leur jus de fruits. Ethan remarqua combien Lily était en bonne santé, le teint frais, les yeux pétillants. Ses derniers examens, 2 semaines plus tôt, confirmaient qu'il ne restait aucune trace de la maladie qui avait failli l'emporter. Où en est la préparation du lancement du système de filtration à Riverdale? Demanda M. Collins, un ancien ingénieur qui faisait désormais du bénévolat pour la fondation. Prévu pour le mois prochain, répondit Sophia avec fierté. Le conseil municipal a enfin validé l'installation dans 3 quartiers défavorisés. Ce sera le premier projet entièrement réalisé à partir des plans de Daniel. Il en aurait été si fier. Je pense qu'il le sait, souffla Madame Collins en posant doucement la main sur celle de Sophia. Je crois aussi, intervint Doblea, sans élever la voix. Grand-mère Helena disait toujours que les gens qu'on aime ne nous quittent jamais vraiment. Un silence paisible suivit ces paroles. Même le docteur Martinez, pourtant très attaché à la science, ne répliqua rien, comme si la sagesse d'Ava s'imposait à chacun. Après le dîner, tandis que les adultes bavardaient au salon, Lily et Ava se rendirent dans le petit jardin à l'arrière de la maison. Ethan les observa par la fenêtre. Elles étaient assises sur une balançoire qu'il avait installée, discutant sous le ciel étoilé. Elles ont un lien très spécial, remarqua Sophia en venant se placer à ses côtés. Un lien que je ne m'explique pas, admit Ethan. As-tu besoin de l'expliquer? Répliqua Sophia avec un sourire. Certaines choses sont simplement ce qu'elles sont. J'ai toujours cherché à tout comprendre rationnellement, soupira Ethan. J'ai failli perdre ma fille avant de réaliser qu'il existe des réalités qui nous dépassent. Une leçon difficile pour un homme habitué à tout contrôler, dit Catherine en les rejoignant. La plus dure, reconnut Ethan. Ils restèrent un moment en silence, observant les 2 fillettes dans la cour, où Ava montrait quelque chose dans le ciel à Lily, bras tendus, traçant des formes invisibles parmi les constellations. Il y a une question que je ne t'ai jamais posée, dit doucement Ethan à Sophia. Comment Ava a-t-elle su pour moi, pour ma société, pour Lily? Sophia prit un instant avant de répondre. Elle a toujours su des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Depuis toute petite. Mais concernant toi? Elle marqua une pause. Daniel avait une photo de toi, découpée dans un magazine économique, glissée dans son journal. Il la regardait parfois, surtout les jours où il allait mal, comme pour se souvenir de l'homme qui avait ruiné sa carrière. Ethan sentit un serrement de culpabilité. Au début, oui, admit Sophia. Mais au fil du temps, il le voyait plutôt comme le représentant d'un système à transformer, pas un ennemi personnel. Dans ces derniers mois, il parlait même de t'écrire, pour expliquer pourquoi son projet était important. Il n'a jamais envoyé cette lettre, il n'en a pas eu le temps. Et Ava a vu cette photo? Elle a posé des questions sur moi, c'est peut-être comme ça que ça a commencé. Ça n'explique pas comment elle t'a trouvé dans cette église, objecta Ethan. Certaines choses ne s'expliqueront jamais, répondit Catherine avec douceur, peut-être parce que ce n'est pas nécessaire. Plus tard dans la soirée, alors que la plupart des invités se préparaient à partir, Ethan se retrouva seul dans le jardin avec Doblea. Lily était rentrée aider à servir le dessert, laissant Ethan et la fillette sur la balançoire, sous les étoiles. Ava, commença Ethan, je ne t'ai jamais vraiment remercié pour tout ce que tu as fait, pour Lily, pour moi. La fillette balançait ses jambes doucement, observant le léger mouvement sous ses pieds. Tu n'avais pas besoin de me remercier, répondit-elle calmement. Quand même, je tiens à ce que tu saches que tu as changé ma vie. Tu m'as montré des vérités que je n'étais pas prêt à voir. Doblea sourit. Dans ce sourire, Ethan revit cette sagesse ancienne logée dans l'innocence d'un enfant. Tu avais raison depuis le début, poursuivit-il. À propos de ce qui compte vraiment, du fait de lâcher prise et de faire confiance à quelque chose de plus grand. Moi qui n'y croyais pas, au final, c'est ce qui a sauvé ce que j'ai de plus précieux. Il sentit à nouveau les larmes monter, mais cette fois ce n'étaient plus les larmes de peur ou de désespoir qu'il avait versées au ruisseau. C'étaient des larmes de gratitude, de pur bonheur. Il ne chercha pas à les retenir, il les laissa couler, en silence. Doblea l'observa, l'expression sereine. Grand-mère Helena disait que les larmes de joie sont les plus puissantes, fit-elle remarquer. Elles indiquent le chemin du retour à la maison. Je comprends, murmura Ethan, la voix chargée d'émotion. Tu te souviens de ce que disait grand-mère au sujet du prix? Demanda Ava. Qu'il serait payé en larmes, reconnut Ethan. Elle n'a jamais dit qu'il s'agirait uniquement de larmes de douleur, dit Ava avec un petit sourire. Les larmes de joie bouclent la boucle. De la maison, on entendait les éclats de rire et de conversation. Lily les appela,
annonçant que le dessert était servi. Nous devrions rentrer, proposa A en se levant de la balançoire. Ethan la suivit, se sentant à la fois entier et en paix, comme jamais auparavant. Au cours des derniers mois, il avait retrouvé son humanité, compris ce qui était essentiel et réparé des ponts qu'il croyait définitivement brisés. Alors qu'il s'avançait vers la maison baignée de lumière, Ethan songea à tout ce qu'il avait appris. Il avait payé le prix en larmes, d'abord celle de la douleur et du désespoir, puis celle du remords et de la culpabilité, et enfin celle de la joie et de la gratitude. Et ce faisant, il avait acquis quelque chose qu'aucun empire financier, même le plus puissant, n'aurait pu lui offrir, la véritable félicité. La fillette à ses côtés, avec sa sagesse ancestrale voilée d'innocence, avait été l'étincelle, mais le chemin lui appartenait. Chaque pas douloureux, chaque révélation difficile, chaque larme versée. « Merci, Doble », dit-il, sachant que ces mots resteraient insuffisants, mais qu'il avait besoin de les prononcer. Ava leva ses yeux vers lui, qui reflétaient les étoiles du ciel. « L'eau du ruisseau ne guérit pas que le corps, répondit-elle doucement. Elle guérit l'âme. La tienne attendait ça depuis très longtemps. » Ils rentrèrent ensemble, où famille et amis les accueillaient avec des sourires et des bras ouverts, destination ultime d'un voyage qui avait commencé dans le désespoir et se terminait dans l'espérance. Pour Ethan Blackwell, qui n'avait cru durant des années qu'au pouvoir de l'argent, c'était la vraie richesse, appartenir, aimer, croire en de petits miracles quotidiens plus précieux que tout l'or du monde.